Je vais commencer par me présenter, parce que, en fait, voilà. Donc moi, je m'appelle Henri Kermarek. Je suis auteur de jeux de société depuis maintenant une quinzaine d'années. J'ai publié une vingtaine de jeux. Et il se trouve que depuis 5 ans maintenant, je suis enseignant en game design dans une école de jeux vidéo. Et je fais faire à mes étudiants, je leur apprends à créer des jeux de société. Et un de mes cours, c'est un cours sur l'histoire du jeu de société. Sujet que je ne maîtrisais pas encore il y a 5 ans, que je ne maîtrise toujours pas aujourd'hui. Mais en tout cas, c'est un sujet sur lequel j'ai beaucoup lu et beaucoup appris. D'accord ? Donc, je vais déjà émettre une première réserve. Ça s'appelle Petite histoire du jeu de société. Pourquoi petite ? Déjà parce qu'on n'a qu'1 heure et demie. Et essayer de résumer le sujet en 1 heure et demie, c'est pas facile. Donc voilà, je me suis efforcé de réduire un petit peu, mais c'est pas évident. Et enfin, parce que je ne suis pas historien, comme je viens de vous le dire. Je ne suis pas universitaire. Okay ? Mais j'ai lu des historiens qui, eux, ont étudié le sujet, et j'en ai fait la synthèse. Donc si vous avez des questions, il est possible que je ne puisse pas y répondre, mais vous pouvez essayer. Voilà. D'accord ? Très bien. Ensuite, deuxième petite réserve. Enfin, pas réserve, mais disons une précision. Petite histoire du jeu de société. Dans cette conférence, jeu de société, en fait, je vais prendre en compte et je vais parler des jeux qui se jouent sur une table avec un matériel dédié. D'accord ? Donc je ne vais pas parler des sports, qui sont des jeux aussi. Je ne vais pas parler des grands jeux de plein air, des jeux d'animation. Je ne vais pas parler non plus du jeu d'argent, qui tombe hors de mon scope. Et pourtant, le poker est un jeu de société, on est d'accord ? Mais tout ça, culturellement, historiquement, je vais l'omettre. C'est un choix arbitraire de ma part, même si c'est un point intéressant de l'utilisation du jeu de société. Pour moi, l'enjeu financier décale un petit peu l'usage de ces jeux de ce que moi, je trouve intéressant de vous raconter aujourd'hui. OK ? Voilà, voilà. Allez, tant pis pour les retardataires, allons-y. Alors, il faut bien commencer par quelque part, donc, à l'aube des temps. Oui, on ira jusque-là. Les jeux primitifs, donc, avant le néolithique, etc., etc. La seule certitude que l'on a, c'est que l'homme a toujours joué. Évidemment, on n'a aucune preuve, ni aucun reste, qu'il ait pratiqué des jeux d'esprit. D'accord ? La seule certitude que l'on a, c'est que chez l'animal, le jeu, c'est un comportement inné et non acquis. Si vous avez eu des chatons chez vous, par exemple, vous pouvez voir que le comportement de jeu, il est inné, il n'est pas transmis par les parents. Les jeux, les écureuils, les babouins, les lions jouent de manière innée. Donc on peut admettre que les humains, à l'époque, le comportement de jeu a été inné chez eux également. Comme on va le voir plus tard, les pratiques de jeu, les types de jeux ont évolué avec le développement cognitif des joueurs et de l'humain. Donc, de la même manière, les historiens de l'époque, les archéologues, pensent que les premiers hommes pratiquaient des jeux en relation avec leur évolution et leur quotidien, donc sans doute des jeux d'adresse et de force. On jetait le caillou très loin, en substance. Voilà. Peut-être un peu plus. Mais voilà. Avant le néolithique, ou pendant le néolithique, donc entre moins 5 3000 et jusqu'à maintenant, la première pratique de jeux de société, c'est-à-dire encore une fois avec des accessoires dédiés, etc., était des jeux de pur hasard, des jeux de tirage de paris, qui étaient joués avec des cailloux, des graines et bien sûr des osselets. Les osselets étant les accessoires ludiques les plus anciens qui ont été retrouvés dans la vallée de l'Indus en moins 2300, okay, dans les tombes funéraires. On le sait parce que c'était des osselets qui avaient été refondus en métal précieux, etc., etc. Ce qui était intéressant, c'est que ces jeux, ils étaient, ces accessoires de jeu, ces osselets, ces graines, ces pièces, ces bâtonnets gravés, étaient aussi utilisés pour des pratiques divinatoires. Et la corrélation entre les deux, c'est quelque chose qu'on va retrouver pendant très longtemps dans l'histoire des jeux de société. Je peux évoquer la cartomancie, par exemple, où on a on a essayé de deviner le futur à partir de cartes à jouer, etc., etc. La corrélation qui se fait à cette époque, c'est que le jeu et la divination permettent tous les deux d'accéder au symbolique. C'est-à-dire qu'il y a une convention, quand on commence à faire un jeu, que la virtualité qu'on va créer entre nous, par convention mutuelle, en fait, c'est une image du monde, ou en tout cas d'une partie de celui-ci. Et donc, quand on se met tous à jouer ensemble, ou à pratiquer un rituel ensemble, on harmonise nos représentations du monde. C'est tacite, c'est non dit, mais c'est ce qui se passe. Autant dans le rituel que dans le jeu. Par ailleurs, le hasard, puisque c'est des jeux de pur hasard, il y avait pas, on tirait faux, bon, j'avais un bon chiffre, un mauvais chiffre, un bon résultat, un mauvais résultat. Ça pose implicitement la question du destin et du libre arbitre. Pourquoi ? Parce qu'à l'époque, la plupart des traditions animistes, chamaniques, etc., c'était des traditions fatalistes. Fatalistes pas dans le sens où ils étaient déprimés tout le temps, c'était dans le sens où ça vient de fatum, le destin, dans le sens où le destin était déjà écrit. D'accord ? Et donc en fait, jeter les dés ou jeter les coquillages, c'était voir directement une manifestation de ce qui était déjà prévu.
et on en tirait du coup des enseignements sur sa vie. Ah, mais si les dés là, ne me favorisent pas maintenant, ça veut dire que dans ma vie, je ne suis pas favorisé. Il y avait un écho qui se produisait. Et on le retrouve encore aujourd'hui. Hein. Ça a subsisté jusqu'à aujourd'hui. Heureux au jeu, malheureux en amour. Moi, je veux dire, la relation que des joueurs passionnés ont avec les dés, même encore aujourd'hui, ça, c'est un comportement qui date. Ça s'est juste transformé avec la relation qu'on a eue avec les statistiques. Notre façon de percevoir le hasard. Moi, j'ai un certain nombre de joueurs autour de moi qui disent « Non, mais qu'est-ce que tu fais ? Je dois acheter les dés avant une partie. » Je lui demande « Qu'est-ce qu'il fait ?» Je chauffe les dés. Là, j'ai eu que des mauvais jets, donc il en reste que des bons, statistiquement parlant, donc ils vont sortir après. Je veux dire, voilà, ça arrive très souvent. Donc notre relation au hasard pose ces deux questions-là du destin librique de manière très forte, et même si on n'y pense pas philosophiquement en jetant les dés, c'est vraiment l'essence de ce comportement-là qu'on retrouve encore aujourd'hui. Alors, puisqu'on en est dans le hasard, voilà les différents types de générateurs de hasard qu'on a pu retrouver à travers les âges. Donc les osselets, comme je disais, sont les plus anciens, moins 5000. Bâtonnets ou pieds gravés, donc là on voit que c'est des bâtonnets gravés avec des petits ronds. Donc selon la face sur laquelle il retombe, il y a plus ou moins de ronds. Il n'y en a pas, ou il y en a un, ou deux, ou trois. On en jetait plusieurs et ça nous donnait une valeur numérique. Des tétraèdres, des dés de 4. Donc là, j'en ai mis un moderne au-dessus pour qu'on reconnaisse, parce qu'on pourrait croire que c'est des cailloux en dessous. Non, c'est des dés de 4 qui ont été retrouvés dans le jeu royal dur en Mésopotamie en moins 3000. Donc les dés de 4 sont antérieurs aux dés de 6, pour vous dire. On ne pensait pas, mais enfin voilà, c'est le cas. Le dé cubique, le dé de 6, lui, donc je me suis trompé tout à l'heure, c'est lui qu'on a retrouvé dans l'Indus en moins 2300. Mais il a fallu attendre moins 700 pour que les deux faces opposées d'un même dé de 6 fassent 7. Certains d'entre vous le savent peut-être, mais les deux faces opposées d'un dé de 6 font toujours 7. Ça, c'est un comportement, c'est un usage des dés qui s'est retrouvé beaucoup plus tard. Et enfin, l'icosaèdre, le dé de 20, lui, on l'a trouvé en moins 300 en Égypte. Et pourtant, ce qu'on voit sur le dé de 20, c'est pas du tout des hiéroglyphes ou quoi que ce soit, c'est des symboles grecs. Parce qu'à cette époque-là, c'était les Grecs qui tenaient l'Égypte. Et donc, les coups, les lettres grecques, les symboles grecs, les lettres qu'on retrouvait sur le dé de 20 étaient en fait des coups qui étaient joués pour un jeu de paris. On savait que si on tombait sur telle face, c'était tel coup. Et on avait gagné, on avait perdu, tant, pas tant, etc., etc. Et enfin, le toton, beaucoup plus tardif, en 1300. Je ne sais pas si vous le voyez bien, mais en fait, c'est la combinaison, l'évolution entre un dé et une toupie. Vous voyez, les petites faces numérotées, c'est une toupie. On le fait tourner, à un moment il tombe, et la face qui est au-dessus, supérieure, donne un résultat. Pendant très longtemps, et on va peut-être en parler un petit peu après, les dés ont eu très mauvaise presse en Occident, dans des civilisations, des sociétés où la religion voyait les dés et le jeu d'un très mauvais œil. C'était la décadence, c'était voilà. Et donc le toton lui permettait de faire passer la pilule. C'est-à-dire que ce n'est pas un dé, c'est une toupie, avec des faces et des points dessus. Voilà. Alors, ouais, vas-y, moi j'ai rien contre, mais après j'ai peur de déborder, mais je t'écoute, vas-y. C'est les deux, mon capitaine. Tout à fait, je suis d'accord. Le jeu osselet, il est encore joué maintenant beaucoup plus comme un jeu d'adresse que comme un générateur de hasard. Et pourtant, il a 4 faces très différentes, concave, convexe, plate et sinueuse, qui permettent 4 tirages. C'est un dé de 4, en fait, les osselets. Donc, il servait aux deux, tout à fait. Et l'usage du jeu d'adresse est très, très ancien. À peu près la même période, et on y joue encore de cette façon. On y joue même plus maintenant comme un jeu d'adresse que comme des dés. Alors, les jeux de parcours. Là, j'ai mis comme illustration une peinture donc, qui a été retrouvée dans la tombe de Néfertari, l'épouse de Ramsès II, qui joue au Sénet. Le Sénet, c'était un jeu égyptien qui a été retrouvé, donc, c'est un des plus anciens jeux, comme le jeu royal dur que je mentionnais tout à l'heure en Mésopotamie. Le jeu du Sénet, c'était le passage, ça s'appelle le jeu du passage, c'est ça que signifie le Sénet. C'était le passage de l'âme vers l'au-delà. C'était un peu comme l'archétype d'un jeu de loi. Je vais vous le montrer après, vous aurez un plateau, on le verra un petit peu mieux. Ce qui est important de retenir, c'est que l'apparition de ces premiers jeux de plateau, ces premiers jeux de parcours, puisque vraiment c'était des jeux où on avait des générateurs de hasard, des pions, qui devaient parcourir un parcours pour arriver à la fin et sortir en premier tous ces pions. Je ne sais pas si ça vous rappelle quelque chose, mais moi, ça me rappelle furieusement les petits chevaux. Les jeux de parcours auxquels on jouait entre moins 3000 et 0, plus ou moins, c'était les petits chevaux, à quelques variations près. Ce qui est important, pourquoi est-ce que tout d'un coup ces jeux-là sont apparus ? C'est ce que je mets ici, c'est l'abstraction du temps et de l'espace sont des processus mentaux valorisés. C'est-à-dire que, par exemple, on l'a utilisé pour faire des calendriers. Les calendriers, c'était un sacré truc à l'époque. Arriver à rationaliser le temps, computer le temps. On utilisait des métaphores comme les cieux, les rivières, etc., pour dire que c'était un flux. Pareil, on commence à découper les zones géographiques pour faire de l'élevage. On n'est plus que chasseurs.
on découpe en terres agricoles les espaces, la géométrie et les mathématiques commencent à faire leur apparition. Et donc, qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Comme on commence à mettre le monde dans des cases, réellement, cognitivement parlant, eh ben, il en ressort des jeux de société où on a un plateau avec des cases dans lesquelles on met le monde, ou des représentations, des émanations, certains aspects du monde, en fait. Et donc c'est là d'où naissent les premiers jeux de plateau, les premiers jeux de parcours figuratifs. Et donc pendant toute cette période, on voit des jeux qui sont tous plus ou moins une émanation des petits chevaux, réellement. On a donc le Sénet ici, qui, comme vous le voyez, était un jeu sacrément bien ouvragé chez les Égyptiens. Alors évidemment, c'était des objets qui prenaient beaucoup de temps à manufacturer, donc c'était réservé aux nobles, on les a pas retrouvés dans les tombes de gueux. Le jeu des 12 lignes en Grèce en moins 300, on ne le voit pas très bien sur la photo, mais en fait les cases sont des caractères. Et en fait ces caractères formaient une phrase, genre « ôte-toi là, tu joues mal, imbécile ». On s'amusait comme ça à écrire une phrase sur les cases du jeu. Le jeu Royal Dur dont je parlais est un des jeux les plus anciens qui a été retrouvé. On voit les 3 petits dés de 4 tout en haut à gauche, ainsi que les pions qui servaient à avancer sur le plateau. À noter que sur le verso du plateau du jeu Royal Dur, qui encore une fois c'était pareil, on jetait les dés de 4, on bougeait ces bonhommes, le but étant d'être le premier à faire sortir tous ces bonhommes. Mais de l'autre côté, il y avait apparemment un accessoire de divination. On y retrouvait les signes du zodiaque de l'autre côté. Et donc là encore, on retrouve la connivence entre le jeu et la divination. Le Liubo en Chine, pareil, l'illustration le montre peut-être mal là d'où vous êtes, mais il y a des cases sur lesquelles on parcourait le plateau. Le Newt en Corée, on peut voir que la première petite innovation, c'est d'avoir permis des raccourcis en croix au milieu. La deuxième innovation, c'était que quand un pion arrivait sur la case d'un autre pion, dans ces cas-là, ils fusionnaient tous les deux et devaient finir la course ensemble. Ce qui, pour l'époque, je trouve ça assez innovant, c'est assez rigolo comme mécanique. En Inde, l'Ashtapada, là, c'est un quadrillage, on pourrait penser à un damier d'échecs ou de dames, mais en fait, c'était un jeu de parcours exactement comme les petits chevaux. On pense que c'est l'ancêtre du parcheesi qui va donner nos petits chevaux en Europe, en fait, beaucoup plus tard. Et donc le Méhen, lui, alors ça nous rappelle tout de suite le jeu de loi, bien sûr, ce plateau spiralé. Et c'est ça qu'on va retrouver, mais je vais parler des jeux de loi un peu plus avant. Donc voilà, ce qu'il faut retenir, c'est qu'entre moins 3000 et 0, c'est en gros tout le monde joue aux petits chevaux. Il voyage, il prend des formes différentes, des significations différentes, mais mécaniquement, d'un point de vue game design, c'est beau. Ensuite, que se passe-t-il? La prochaine évolution cognitive humaine, et qui va permettre l'apparition de nouveaux jeux, c'est le développement du goût pour la logique, la démonstration et le calcul complexe. Et c'est comme ça que voient le jour les jeux de pions sans hasard. Et là, c'est des dames de cour jouant au Shuanglu en Chine vers l'an 800. On pense évidemment, alors les jeux de pions sans hasard, on connaît les échecs, on connaît les dames, tout ça, c'est des jeux où il n'y a aucun hasard. C'est des jeux de logique, des jeux de réflexion pure. Donc on a eu à l'époque des jeux de capture, symétriques ou non, parce qu'il y avait des jeux asymétriques, on va en voir un peu après. De la prise par encadrement ou par substitution. Substitution, c'est comme aux échecs. C'est je prends ta pièce, je l'enlève du plateau, je prends ta place, je m'y substitue. Et encadrement, il fallait que j'ai un pion de chaque côté de la pièce pour pouvoir la sortir du plateau. Okay. Et enfin, des jeux de placement, qu'on va voir juste après. Thématiquement, il faut noter que tous subissent l'influence des conflits à grande échelle impliquant des armées structurées. Là, on n'est plus sur la petite bande de barbares qui va attaquer le village voisin. On a des empires qui se sont créés. Okay. On a une stratégie militaire qui s'est mise en place, différents types de troupes. Et ça, il faut que ça se reflète quelque part. Et dans ces jeux-là, on le retrouve pleinement. On va avoir des exemples, ce sera un petit peu plus concret. Alors, on va parler de 3 types de jeux sans hasard. Le premier, c'est le Mancala. Et je dis le, mais en fait, on devrait dire les. Parce que, comme je l'indique, il y a plus de 200 variantes qui ont été recensées à ce jour. Vous connaissez peut-être ce plateau, ça vous parle. Chez nous, en France, on joue beaucoup à la Wallet, ou la Wélé, ça dépend comment on l'appelle. Okay, c'est l'archétype des jeux de semailles. Ce qui est très intéressant, c'est que pour moi, d'un point de vue mécanique, c'est une excellente métaphore de ce que ça veut dire. Si vous ne connaissez pas le principe, en gros, on a des graines dans des cupules, dans des cases comme ça. On prend toutes les graines d'une case et ensuite on les égrène une à une dans les trous suivants. Et si la dernière arrive dans une case où ça forme un total de X, ça dépend de la règle du jeu. Par exemple, si à la fin, là où j'arrive, il y a 6 cases dans la cupule, je peux prendre toutes les graines. Donc je sème et je récolte. Ok ? Mécaniquement, c'est extrêmement bien vu. D'un point de vue cohérence mécanique thématique, c'est énorme. Et donc, c'est beaucoup de jeux de calcul, évidemment. Voilà. On n'est pas dans le jeu de conflit, on n'est pas dans le jeu de déplacement. C'est un petit peu différent. Et donc ça, effectivement, le plus ancien exemplaire a été retrouvé en Éthiopie au 7e siècle, si je ne dis pas de bêtises. Mais voilà, c'est un jeu qui a énormément voyagé, qu'on retrouve partout en Afrique, qui a ensuite voyagé avec l'esclavagisme jusqu'à l'Amérique de l'Est, etc., etc., ou dans les Caraïbes. Ensuite, on a le Wakey.
Certains connaissent peut-être ce plateau sous un autre nom, c'est le Go. Le Weiqi est un jeu chinois qui est donc l'ancêtre du jeu de Go. Et donc là, c'est un jeu de placement. Les pions ne se déplacent pas sur un plateau de Go. On les place et ensuite on essaye d'encercler son adversaire pour délimiter les zones qui nous appartiennent. Et ensuite, du coup, là on récolte, oui, mais enfin on a contrôlé la zone. C'est vraiment un jeu de contrôle de territoire, clairement. C'est un des jeux les plus profonds stratégiquement parlant. Il y a que seulement 2 ou 3 ans qu'une intelligence artificielle a réussi à battre un humain au Go quand même. Donc c'est assez rare pour le noter. Et enfin, les Tafel. Les Tafel qui sont des jeux nordiques, le Enatafel, le Tablut, le Brandub et plein d'autres, qui sont des jeux asymétriques, où au centre, on pouvait voir un pion unique qui est le roi. Il avait sa garde rapprochée, quelques pions, et partout autour sur le plateau, on voit les assaillants, qui leur but à eux, c'est de capturer le roi. Et bien sûr, le but pour le roi, c'est d'arriver à s'enfuir par un des bords du plateau. Okay, dans les Tafel, généralement, c'était de la prise par encadrement dont j'ai parlé tout à l'heure. Ce qui est assez intéressant, c'est que le jeu asymétrique, c'est quelque chose qui n'existait pas jusque-là. C'est vraiment la nouveauté des Tafel à cette époque-là. Alors oui, il faut parler de celui dont on n'a pas encore parlé, ce sont les échecs. Les échecs qui est le jeu sans hasard, le jeu de logique le plus connu, qui a survécu encore jusqu'à nos jours. Les théories sur l'origine du jeu d'échecs divergent. Disons que la plus valorisée jusqu'à il y a peu, c'était celle que le Chaturanga, ce jeu que vous voyez là-haut, serait l'origine du jeu d'échecs. Là, comme on le voit, c'est un jeu qui se joue à 4 joueurs, où on a malgré tout 4 pièces spécifiques et 4 petits pions. Et on avait à côté des générateurs de hasard. Vous voyez, il reste un bâtonnet à côté du plateau là. Et en fait, on jetait le générateur de hasard qui nous indiquait un chiffre qui correspondait à la pièce qu'on avait le droit de jouer. Donc là, on perdait un petit peu complètement le côté programmation, anticipation, stratégie. Et on a pensé, puisqu'on a vu que cognitivement, on allait plutôt des jeux de hasard vers les jeux sans hasard, que lui, le Chaturanga, c'était l'ancêtre des échecs. Il se trouve que cette théorie est largement remise en cause, et qu'en fait, non, ça, ce serait une variante des échecs qu'on aurait retrouvé en Inde à cette époque, mais que, à la base, le jeu d'échecs aurait très vite, très tôt, eu sa forme définitive, c'est-à-dire à peu près celle-là. Celle qu'on la lui connaît. Ça, c'est juste une variante à 4 joueurs avec du hasard. C'est du party game des échecs, quoi. Mais qui a été créé à l'époque, après les échecs. Donc l'origine, c'est, voilà, on n'est pas très sûr, entre l'Iran et l'Inde, voilà, vers la Perse. Il faut voir qu'à l'époque, en Perse, on avait coutume de dire, au moment où on allait gagner, parce qu'il y avait déjà un roi, hein, et à la place de la dame, c'était le vizir, quand le roi était mal et qu'on allait le prendre, on disait shamat, qui veut dire littéralement en persan, le roi est mort. Je ne sais pas si ça vous rappelle quelque chose. Après, quand on est passé en Iran, on ne parlait plus de chat, on parlait de chèque. Donc on disait checkmat. Voilà. Et ça a survécu jusqu'en anglais où on dit checkmate, qui n'a absolument rien à voir avec le roi est mort. On dit, hey, regarde mec, t'es en train de perdre. Ou chez nous, échec et mat. Ce qui est rigolo, c'est de voir que c'est finalement le son qui est resté, et pas le sens. C'est assez intéressant. Donc il a évolué, il a eu des variantes vers l'est qui sont devenues le xiangqi, où certaines pièces là sont des éléphants, des canons, puisque les Chinois ont la poudre depuis longtemps, ou encore le shogi au Japon. Le shogi qui est un jeu beaucoup plus agressif, où certaines pièces n'ont pas le droit de reculer, où certaines pièces peuvent être promues, c'est-à-dire on les retourne et elles sont plus puissantes, et enfin où on peut parachuter des pièces en plein milieu du champ de bataille. Ce qui donne un jeu particulièrement hostile, où il y a rarement de match nul, en fait. Voilà. C'est une évolution notable parce qu'elle est très loin des échecs que l'on connaît. Bien sûr, après, les échecs vont migrer jusqu'en Europe pour devenir les jeux que l'on sait. D'accord ? Ce qu'il faut noter ici, c'est que les échecs en soi, c'est un modèle de cohérence mécanique thématique, c'est sûr, mais surtout, ils servent à renforcer la codification des rôles et des classes sociales dans les monarchies cléricales et guerrières. Bah oui, quand on joue sur un plateau, vous remarquez des pions, ils n'ont aucun rôle, ils n'ont pas de nom, c'est des pions. D'ailleurs, le pion peut et doit être sacrifié au bénéfice du roi. Sociétalement, c'est pas anodin, quand même. Ça veut dire... Alors, tout le monde ne jouait pas non plus aux échecs à l'époque. C'était un jeu qui était réservé à la bourgeoisie, à l'aristocratie. Le peuple ne jouait pas aux échecs. Le peuple, il jouait aux dés. Les jeux de hasard dont je parle avant, ils n'ont pas arrêté d'être pratiqués. Hein. Ils sont encore pratiqués aujourd'hui quand vous allez acheter un petit ticket au tabac à gratter. C'est exactement la même chose. Le jeu de hasard, il est toujours pratiqué par tout le monde et les classes populaires en particulier. Mais donc pour les échecs qui étaient joués par la bourgeoisie, l'aristocratie, bah oui, pour eux, c'était comme ça que le monde devait aller. On a foule de pions qu'on sacrifie, puis après on a les gens spéciaux, les VIP, etc., etc. D'accord ? Donc les échecs ont finalement
peu évolué, bon, l'exception du shogi ou du xiangqi qui ont pris des formes un petit peu différentes, mais finalement très vite ils ont eu le même nombre de pièces, les mêmes déplacements, etc. Il y a que vers le XVe siècle où sous l'influence de l'amour courtois, il y a la dame qui fait son apparition, qui remplace le vizir, et au XVe siècle la dame devient enragée. C'est-à-dire, elle acquiert son mouvement où elle peut aller tout, n'importe où, en diagonale, du maximum de son mouvement, elle devient très puissante. Pourquoi ? Parce qu'à cette époque-là, il y a eu des reines et des régentes très puissantes en Europe. Catherine Sforza, Isabelle d'Espagne, enfin voilà. Donc c'est sous cette influence-là que la reine acquiert le déplacement actuel. Mais malgré tout, d'un point de vue juste mécanique et game design, il y a eu très peu d'évolution. Sauf, à un moment, il s'est passé ça. Et là, on a perdu quelque chose. Là, il s'est passé un truc. Ceci est le Taikyoku Shogi. Ou, autrement dit, le shogi ultime, d'accord, 402 pièces par joueur, comprenant 207 pièces uniques, et donc pour un total de 253 mouvements à retenir. Ceci est complètement injouable, je pense, ou en tout cas, très peu de personnes peuvent y jouer. À mon avis, c'est une œuvre d'art plus qu'un réel jeu, je ne sais pas, mais voilà, c'est suffisamment rare pour le montrer, quoi. Ensuite, le prochain point de rupture réel dans l'histoire du jeu de société, parce que les jeux de pions continuent à évoluer, mais en vrai, jusqu'en 1300, depuis à peu près entre moins 300 et 500, c'est les jeux de pions qui apparaissent. Mais ils n'évoluent pas ou peu, mécaniquement parlant, dans les sociétés dans lesquelles ils sont joués. Le prochain point de rupture, c'est le XIVe siècle, avec l'apparition de la carte à jouer. La carte à jouer, c'est des jeux populaires et bourgeois. J'ai parlé du fait que les jeux n'étaient pas joués par les mêmes personnes. Là, c'est pas le cas. Les cartes à jouer sont jouées à la fois par des classes populaires et par des classes bourgeoises qui se retrouvent dans les mêmes cercles ou pas, etc. etc. Pourquoi ? Parce qu'il ne faut pas savoir compter pour jouer aux cartes. À l'époque, on fait des paires. On ne calcule pas. On a des identiques au mieux. Mais ce n'est pas du jeu exigeant. Et c'est du jeu qui est vraiment, du coup, partagé par toutes les classes. À l'époque du grand schisme religieux en Europe, on a le tarot qui est une version humaniste, finalement, du jeu de cartes, qui arrive à peine 100 ans après le deck de cartes que l'on connaît. D'accord ? Donc le deck de tarot, j'imagine que vous voyez tout ça à quoi ça ressemble, avec après comporte des arcanes majeures entre 1 et 21. Là, elles ont parfois un peu perdu de leur sens, on ignore leur nom, mais il y avait la justice, le temps, la mort, le fou, etc. Et en fait, c'est parce que alors le deck de cartes à jouer que l'on connaît, le roi, la dame, etc., a exactement le même rôle que les pièces d'échecs. C'est-à-dire que c'est le renforcement des normes sociales. On a l'aristocratie et ensuite on a des valeurs chiffrées qui n'ont pas de nom, qui n'ont pas de rôle, qui servent à faire fonctionner le truc, mais c'est à peu près tout. Les arcanes majeures du tarot amènent autre chose. C'est-à-dire que même ces têtes couronnées, finalement, elles doivent se plier aux puissances temporelles et intemporelles. Elles doivent être même mises devant la justice, mises devant le temps, mises devant la mort. Au-dessus d'elles, il y a quelque chose. C'est en ça que c'est un petit peu frondeur et très humaniste et que le jeu de tarot à l'époque sert entre autres à ça, quoi. Alors concrètement parlant, là, la petite illustration qu'on voit, c'est une fabrique de cartes à jouer, donc dans une maison de la Passe Dauphine. Les cartes étaient réalisées par xylographie. On prenait une plaque en bois gravée, comme celle que j'ai mis là-haut, on y mettait de l'encre ou de la peinture, et ensuite on la pressait contre une plaque de papier. Et après plusieurs pressages, on obtenait finalement une feuille avec des cartes avec quelques couleurs, que l'on pouvait après découper, comme on le voit, peut-être. Ouais, on le voit ici, où on a plein de chutes de papier en dessous, là, et on le découpe avec une espèce de massicot. Voilà, on voit la presse à droite. Et alors, bien sûr, les plus beaux paquets de cartes, les plus beaux decks de cartes étaient, eux, illustrés et peints à la main, ceux qu'on trouvait dans l'aristocratie, etc. Mais auquel tout le monde jouait, c'était cette méthode-là qui était... Et c'est sans doute cette facilité de fabrication et d'impression qui a permis au jeu de cartes de se répandre comme une traînée de poudre en Europe pendant si longtemps. Quelques petites cartes un peu du monde entier. On a les cartes chinoises. Là-bas, ils avaient 3 types de cartes, et ils les ont toujours d'ailleurs. On a les cartes domino qui ont 2 valeurs dessus. Les cartes monétaires qui, elles, venaient de monnaie factice qu'on utilisait pour des rites funéraires. Plutôt que de mettre du vrai argent en offrande à un mort, on y mettait du faux parce que quand même, voilà. Enfin, bon. Donc les 3 suites étaient les sapecs, les ligatures, ces pièces trouées que l'on assemblait ensuite avec des branchages. Et enfin, les cartes du xiangqi, de la même manière que chez nous, on retrouve un petit peu les figures d'échecs dans le jeu de cartes. Eux, leur version des échecs, le xiangqi, a donné lieu à des cartes d'un jeu de cartes. Il existe aussi un deck de cartes que je n'ai pas mis là, qui sont des cartes du mahjong aussi. Les cartes indiennes, alors elles ont une spécificité très particulière, c'est qu'elles sont rondes. Avoir fait des cartes rondes, et pourtant Dieu sait que pour n'importe qui a déjà essayé de découper des cartes à jouer, la forme ronde c'est pas du tout la plus simple à réaliser. Voilà, eux c'est ce qu'ils ont fait. Donc il y avait 2 types de cartes, le Dasavarata, des cartes religieuses qui illustrant les 10 incarnations de Vishnu. Donc là c'était clairement un jeu à support religieux, d'éducation.
Et enfin, le Mughal Ganjifa, qui a donné leur nom générique, le Ganjifa, qui sont les cartes profanes basées sur 8 unités administratives. Et enfin, le magnifique Hanafuda, avec l'épure des illustrations et de l'esthétique japonaise. Ce qui est intéressant, c'est que là, il y a un deck, un paquet de cartes avec des suites, mais il n'y a aucun chiffre, aucun texte. D'accord ? Et pourtant, là, qui joue au Hanafuda est capable de lire les suites et la nomenclature du deck dans les cartes que l'on regarde. On voit la différence entre les petits rubans, là, les tanzaku, bien sûr la plante qui est dans le fond, le petit oiseau, etc., la grue, les montagnes. Enfin, si on lit l'illustration, on connaît la place de la carte dans le deck. Et c'est assez fort parce que c'est sans aucun texte. Donc moi, je trouve ça très poétique, à titre personnel. Ah, nous arrivons au jeu de loi. Le jeu de loi qui est pour beaucoup d'entre nous la forme la plus pure et la plus normale. Pour nous, le jeu de loi, c'est le jeu de société. Quand on demande J'ai fait beaucoup d'ateliers avec des collégiens, des tas de gens pour créer un jeu de société. Dans 80% des cas, ils font un jeu de loi avec des questions. Pour eux, le jeu de société, c'est ça. On ne peut pas les en blâmer, c'est la représentation qu'on a tous un peu dans notre esprit. Enfin, voilà. Donc le jeu de loi, c'est intéressant d'en parler. Pourquoi ? Alors, qu'est-ce qui s'est passé ? C'est à partir du XVIIe siècle, surtout. Les jeux de loi, on les trouve vendus donc, sous la forme d'une grande feuille illustrée comportant à la fois les règles et bien sûr le visuel du plateau. Alors ça ne comporte pas ce que je vous ai mis ici, ce dont je vous parlerai après, mais on développe en même temps que la presse papier dans le sens où de la même façon qu'on vend les nouvelles aux gens dans la rue, là il est très facile de vendre une grande feuille de papier qui est un jeu en soi. Chacun prend dans sa maison des petits objets pour lui servir de pion il prend des dés parce qu'il en a chez lui. Voilà. Et c'est d'ailleurs parce qu'on était obligé avec ces jeux de loi d'utiliser des objets du quotidien pour servir de pion qu'on retrouvera des trucs complètement hétéroclites dans le Monopoly, la chaussure, le dé à coudre, etc. C'est parce qu'à la base, ces jeux de loi étaient juste vendus sous la forme d'une feuille de papier. Le jeu de loi donc était extrêmement répandu, on en connaît plus de 10 000 variantes, il servira de véhicule idéologique pour l'éducation, la publicité, la politique, la satire. Là, on s'en sert pour représenter des tas et des tas de choses, on s'en sert pour vraiment raconter la société. C'est vraiment un objet culturel beaucoup plus fort que les jeux abstraits qui déjà, comme je l'ai dit avant, codifiaient la société, renforçaient les normes sociales. Ici, là, on va beaucoup plus loin, c'est-à-dire qu'on propose aux joueurs et aux joueuses des narrations toutes faites, mais dans lesquelles ils n'auront finalement aucun choix. Parce qu'on va jeter le dé et on va voir ce qui nous arrive. Okay, on n'est pas acteur de l'expérience, mais il va nous arriver plein de choses quand même. Donc ce sont effectivement les premières fictions non linéaires. Oui, j'ai mis ces deux illustrations-là. Ça, c'est le serpent à échelle, que certains ou certaines d'entre vous connaissent peut-être. À la base, c'est un jeu indien qui s'appelait le Gyantbasi, le jeu de la connaissance, et qui donc a été récupéré par les colons britanniques au moment de la colonisation pour devenir, par exemple, le serpent à échelle de Milton Bradley en 1953 ici. Alors, il y a toujours un aspect moral parce qu'on ne le voit pas très bien, mais les petits garçons et petites filles font des bonnes ou des mauvaises actions. Si tu tapes ton copain, c'est pas bien, tu tombes, etc., etc. Alors, parlons de quelques jeux de loi. Ce qui est intéressant avec le jeu de loi, c'est que très vite, c'est devenu une métaphore existentielle littérale. C'est-à-dire qu'il n'essaye même pas de se cacher. En se baladant sur le parcours d'un jeu de loi, c'était le parcours d'une vie qu'on allait effectuer. C'est le cas dans le nouveau jeu de la vie humaine, qui est un jeu à l'origine français, qui est sorti en 1770, qui a été plagié par les Anglais en 1790, et qui a eu un tel succès en Angleterre que dans les 20 années qui ont suivi, il y a eu des multiples déclinaisons de jeux moraux ou éducatifs à destination des enfants de bonne famille pour leur apprendre les bons comportements, les bons usages en société. Donc comme on le voit, le nouveau jeu de la vie humaine, le duelliste, qui est une case, renvoie direct au nouveau-né case 3. Parce que quand on fait des duels, on ne vit jamais très longtemps. Donc on devient un nouveau-né. Il y a quelque part un petit peu de réincarnation là-dedans, d'une manière assez étrange, mais bon. Le jeune assidu va sur le patriote, à la case 55, ou le garçon studieux va sur l'orateur. Voilà, mais direct, hein, vous savez, on est tombé sur ce cas, aller direct à la 42. C'était ça. Et donc le but est de traverser les différents âges de l'homme pour finir sur la case 84, l'homme immortel, auquel l'auteur tragique de la case 42 accède directement. C'est-à-dire que si vous pondez une œuvre d'art, William Shakespeare, lui, il devient tout de suite homme immortel. Il ne passe pas par la case départ, direct, il gagne, quoi. Voilà, c'est ça. On a The Mansion of Happiness, le manoir du bonheur. Un divertissement moral, instructif et réjouissant, où on voit des petits enfants habillés avec des beaux vêtements. Jeu puritain, donc destiné aux bonnes familles de classe moyenne, illustré dans le jeu, donc il met l'accent lui aussi sur la morale et les comportements sociaux. C'est vraiment un succès d'année celui-là. Et enfin, lui on va en reparler pas mal après parce qu'il a eu beaucoup de conséquences, c'est The Checkered Game of Life. Alors Checkered, c'est le jeu qui sont un petit peu comme les échecs mais qui parle de la vie, le jeu de la vie. Donc c'est le premier jeu publié par Milton Bradley, MB, que l'on connaît maintenant.
Donc le jeu exalte la responsabilité individuelle. Mais comment on fait pour exalter la responsabilité individuelle si on ne propose pas de choix aux joueurs? Si le joueur n'a pas le choix de faire une bonne ou une mauvaise action, est-ce qu'il est vraiment vertueux ou pas? Ben non, il faut lui proposer du choix. Et lui, il l'avait compris très tôt, Milton Bradley. Donc, il y avait un petit totem, un toton, comme je vous ai dit, la petite toupie là, qui était dedans. Et en fait, il fallait jeter le ton, mais on avait une certaine liberté sur la façon dont on interprétait le résultat du totem. Et donc, on pouvait décider, quand on était dans un coin, d'aller plutôt par là ou plutôt par là. Et donc, il y avait certains tours, on avait moins de choix que d'autres. Et donc, parfois, on tombait quand même sur les cases de vice, de la dépravation, le suicide, etc., etc. Alors, il faut savoir qu'en Amérique, au XIXe siècle, c'est l'ambiance rurale la paroisse, on est très vertueux, les comportements moraux, la communauté, etc., etc. C'est ça que ce jeu met en avant, quoi. C'est un jeu extrêmement imprégné, très imprégné de religion. Alors, là, on va passer sur des jeux qui sont toujours des jeux de loi, parce que, comme je vous disais, il y a eu plus de 10 000 variantes, sauf que c'est des jeux qui sont politiques, clairement imprégnés de politique. On a le jeu de la Révolution française, qui a été publié en 1790, un an après les événements. Je veux dire, c'est même plus... la façon dont on parle de ce qui vient de se passer historiquement, c'est même plus les Américains qui font un film un an après tel événement. Là, ils ont produit un jeu qui retraçait tous les événements de l'année passée. Okay, c'est vraiment pour, ancrer dans la culture le changement de société qui venait de se produire. Et pour ça, il fallait un accessoire qui permette aux gens de se l'approprier et de le revivre, pour l'installer dans les mémoires et créer l'histoire. Et par le jeu, pour le coup. Okay, la répétition des tours de jeu, la répétition des parties, tout ça ancre dans les comportements et dans notre façon de voir le monde, des représentations, tout simplement. On a le jeu de loi, avec un subtil jeu de mots, à loi, qui lui est paru en 1872. Lui, c'était un jeu satirique, donc publié dans la revue Charivari, qui est un espèce de Charlie Hebdo, un espèce de gratte-poil. Le jeu de loi prend pour cible le Second Empire. Voilà, on était satire envers certaines représentations, certains hommes politiques en particulier. Et enfin, on a Pankhurst, qui est un jeu anglais, et qui fait référence à la suffragette Emmeline Pankhurst et Herbert Asquith, Premier ministre britannique. Donc le parcours illustre les obstacles rencontrés par Pankhurst et son mouvement, l'objectif étant pour les suffragettes d'arriver jusqu'au Parlement à la case 50. On y trouve des cases comme par exemple la case 43, c'était l'alimentation forcée, qui a été une mesure mise en place par le gouvernement britannique pour empêcher les grèves de la faim en prison, les suffragettes. Okay, il y a une autre case où, par exemple, c'est l'acte courageux d'Emmeline Pankhurst qui a frappé un officier de police qui, en fait, Asquith refusait de recevoir les suffragettes devant le Parlement. L'officier de police qui annonce ça à Emmeline Pankhurst, le lui annonce, je veux dire, et donc Emmeline Pankhurst le frappe, ce qui a commencé à donner des affrontements assez incroyables et à l'arrestation de 107 femmes et 8 hommes. C'est assez rare pour le noter. Ah, alors là, on est toujours sur du jeu politique, mais sauf qu'on ne le dit pas de la même façon, ou en tout cas on est un petit peu moins conscient. Il s'est passé quelque chose vers le 18e, 19e siècle, c'est le darwinisme social. Monsieur Herbert Spencer a commencé à faire traîner une espèce de doctrine dans les milieux européens, occidentaux, comme quoi il a réinterprété la doctrine de Darwin, mais sous l'angle sociétal. Dans le sens où finalement la compétition est bonne pour la société, puisqu'elle permet au plus fort de s'élever, et donc à l'humain d'évoluer dans le bon sens, puisque seuls les plus forts survivent. Donc pour ça, il faut que la société soit compétitive. C'est là aussi où est née la charité, qui permet donc de récupérer les perdants, puisque quand il y a les gagnants, il faut les perdants. Okay, ce darwinisme social, allié à la colonisation religieuse, le christianisme qui était déjà en place depuis bien longtemps, a permis de justifier dans les esprits, et dans les esprits des Occidentaux surtout, la colonisation qu'on a fait sur les Indes, l'Afrique du Nord, et j'en passe, etc. etc. Évidemment, dans ces jeux, alors on voit The Noble Game of Elephant and Castle in Asia. Alors là, c'était un jeu de loi de 25 cases avec un petit livret de 80 pages rempli de déclarations fausses, intolérantes, condescendantes et tout dit quanti. Le Deutschland Kolonienspiel qui permet de voyager comme le touriste colon qui est porté par palanquin en pirogue, guidé par des... etc. Et enfin, Bricks of the Empire, un jeu anglais qui décrit par exemple les Maoris comme une race cuivrée, apparemment intelligente et travailleuse. Ça fait plaisir. Et enfin, chez nous en France, on a en 1941, par exemple, le jeu de France Colonie, qui a l'air complexe comme ça, mais qui en fait était bourré de hasard. Mais toutes les colonies de la France n'étaient considérées que par rapport aux ressources qu'elles rapportaient à la France. Voilà. Et uniquement ça. Il ne faut pas croire que ce sont des cas isolés. Hein.
Je veux dire, pendant 200 ans, ça a été le fond de beaucoup de jeux de voyage, de commerce et d'exploration qui sont sortis. Et c'est les stéréotypes et les tropismes que l'on retrouve encore aujourd'hui de manière moins caricaturale. Mais ça a survécu sous la représentation, par exemple, de l'aventurier tel Indiana Jones qui va dans un temple pour prendre une statuette qui est complètement vidée de son sens. On ne sait pas d'où elle sort, on ne sait pas la culture dont on parle. Pour nous, c'est fantasmatique, c'est très bien. Mais en fait, ce n'est que la continuation de ça. Ah, alors, j'arrive l'ère des jeux modernes. Alors, attention, il ne faut pas confondre parce qu'on a tendance à souvent parler entre nous, je ne sais pas nous, mais des joueurs passionnés du jeu de société moderne. Là, c'est d'une autre modernité dont je parle. Fin 19e. Donc l'Amérique est la première économie mondiale et se redéfinit par le téléphone, les gratte-ciel, l'automobile. Là, on n'est plus dans le petite paroisse rurale où on a The Checkered Game of Life pour apprendre les bons comportements. L'Amérique en a marre de se faire la morale, en fait. Et maintenant, elle veut des jeux fun. Elle veut des jeux qui sont dédiés seulement au divertissement, ça suffit. Okay ? Et donc, des jeux modernes, dédiés au divertissement, on va avoir The Game of Playing Department Store, le jeu où on joue au supermarché. C'est trop bien. Alors là, on a un budget et on doit ressortir avec le maximum d'objets. C'est super. Il y a des promos et tout ça. Bulls and Bears, The Great Wall Street Game, un jeu de la bourse. Attention, d'une complexité affolante. Il y a une roue, il y a un truc qui tourne. Vous devinez ce qu'il y a ? Eh bien, il n'y a que ça. Voilà, c'est la roulette. Et enfin, What Do You Buy ? What Do You Buy, je l'ai mis parce que c'est assez rigolo. Donc c'est pareil, on va faire son marché, on va faire ses courses. Chaque joueur joue un commerçant. Il y en avait un qui jouait le cordonnier, l'autre le poissonnier, etc. Et donc, on sortait une petite phrase, il y avait des cartes avec des petites phrases, et il y avait un trou. Par exemple, pour l'anniversaire de ma grand-mère, je vais lui acheter. Et là, tous les autres joueurs proposaient une des cartes qui était dans leurs mains, et l'autre, il disait un poisson, une courge, etc., etc. Ça vous rappelle quelque chose ou pas ? Bah ouais. C'est évidemment ce qu'on retrouve maintenant sous Blanc-Mange des Cocos, et avant Cards Against Humanity, et avant Apples to Apples, et bien avant What Do You Buy, entre autres. Okay ? Alors, comment parler d'histoire du jeu de société sans parler du Monopoly ? Okay ? Peut-être si certains se sont déjà renseignés, ils ont déjà entendu parler de l'histoire du Monopoly. Elle est tellement, tellement incroyable à plus d'un titre qu'il faut s'attarder un petit peu et pas qu'un peu dessus. Alors, il faut savoir, en 1902, une jeune femme qui s'appelle Elizabeth Maggie crée un jeu qui s'appelle The Landlord's Game. Il faut savoir qu'Elizabeth Maggie était une activiste féministe et géorgiste, c'est-à-dire elle était contre la propriété privée immobilière. Selon les idées de l'économiste Henri Georges, on ne devrait pas avoir le droit d'acheter des terres et ensuite de les louer à d'autres gens, parce que ça ne peut faire que renforcer les inégalités sociales. La terre doit rester un bien commun, et en fait, on paye un loyer tarifé, enfin simple, unique, la single tax, ce qu'ils appelaient à l'époque, pour pouvoir vivre dessus. Mais ça doit rester les communs, la terre, on ne peut pas la posséder. Et donc, c'était une activiste pour ce mouvement-là, et elle a créé le The Landlord's Game pour renforcer cet aspect-là. Enfin, pour le montrer et faire la preuve que, regardez ce qui se passe quand on peut acheter la terre. Regardez ce qui se passe, y a une personne qui a tout et tous les autres finissent pauvres. Et c'est ce qui se passe invariablement dans le Monopoly. Okay ? Donc le jeu se répand comme une traînée de poudre sur la côte est des États-Unis et un petit peu plus loin, dans les universités, auprès des intellectuels de gauche, mais pas que. Il y a tout le mouvement Quaker qui le prend. Et à chaque fois qu'une personne se l'approprie, en fait, la plupart du temps, elle se redessine le plateau elle-même et elle se le fabrique chez elle. Il y a eu quelques éditions du jeu, comme je l'ai indiqué, en 1910. Le jeu est publié par l'Economic Game Company. Et également, il y a une petite édition confidentielle au Royaume-Uni. Mais la vraie façon dont le jeu se répand, c'est vraiment de manière populaire. C'est-à-dire que le jeu plaît et finalement est joué par des gens qui se le transmettent et le refabriquent à leur tour. En 1932, il se passe un truc assez incroyable, c'est que dans la troisième édition du jeu, Elizabeth Maggie ajoute un autre mode de jeu au Monopoly, enfin au Landlord's Game, qui s'appelle Prosperity. Prosperity, c'est un jeu coopératif, en 1932. D'accord ? C'est un jeu où, en fait, on joue avec le matériel du Monopoly, et donc quand on tombe sur la case d'un autre joueur, on doit payer de l'argent, on lui donne cet argent, mais lui ne garde pas cet argent pour lui, il est forcé de le réinvestir dans les services publics. Ok ? Et donc, si on arrive à un moment où le plus pauvre des joueurs atteint 7 000 $, et bien dans ces cas-là, on considère que tout le monde a gagné, puisqu'on a atteint l'état de prospérité. Ok ? Voilà. Qu'est-ce qui se passe ? Donc ce jeu se répand un petit peu partout, et donc à l'époque, il n'était encore pas forcément évident de connaître le nom des auteurs ou autrices des jeux de société. C'est quelque chose qui s'est fait sur tout le long du XXe siècle. En 1935, c'est Parker Brothers qui publie Monopoly. Pourquoi ? Parce qu'il y a un gars qui s'appelle Charles Darrow, un ancien chauffagiste, un espèce d'homme d'affaires, sans le sou, qui après la crise de 29 n'avait plus d'argent, et qui avait les soins d'un enfant qui, je crois, avait besoin de soins très spéciaux, médicalement parlant. Et donc, il cherche tout ce qu'il faut pour pouvoir se faire de l'argent. Et
Donc il joue au Monopoly chez des amis à lui. Et il lui dit, il donne le nom à son ami, mais est-ce que tu peux me donner les règles du jeu? Je voudrais m'en refaire un dans ma maison. Bien sûr, tiens, je te les transmets. Et ensuite, c'est étrange parce que cette personne à qui il a demandé les règles du jeu, il ne l'a plus jamais revu. Je comprends pas, il m'évitait à la sortie de l'école, etc. En fait, Charles Darrow a pris le jeu, est allé voir Parker Brothers et a dit, c'est moi qui l'ai inventé. Alors que le jeu, comme je l'indiquais, ça faisait 20-30 ans qu'il était en train de parcourir tout l'Est des États-Unis. Mais il va quand même voir les Parker Brothers. Ok, moi j'y vais, etc. Et les Parker Brothers vont prendre le jeu. Pas dès la première fois, mais ils vont finir par prendre le jeu. Tout de suite, ce sont des ventes absolument folles. On en vend 10 000 exemplaires par semaine, ce qui, même pour l'époque, est absolument énorme. Donc c'est un succès incroyable. Parker Brothers étaient déjà un petit peu échaudés à l'époque parce qu'ils avaient perdu des combats de propriété intellectuelle sur d'autres jeux où ils n'en avaient pas été le vrai créateur. Ils demandent à Charles Darrow, mais t'es sûr que c'est toi qui l'as créé quand même? Voilà, prouve-le nous, etc. Ce qu'il est bien incapable de faire, alors il les enfume. Mais leurs avocats ils arrivent à débusquer le brevet de Lizzie sur The Landlord's Game. Donc ils retrouvent Lizzie Magie. Le directeur de Parker Brothers se déplace en personne pour aller voir Elizabeth Magie dans sa petite maison. Il lui dit, voilà, on veut vous racheter le brevet sur votre jeu. On a bien compris que c'est vous qui l'avez inventé en premier lieu, il n'y a pas de problème. On ne veut pas vous flouer. Voilà. D'ailleurs, on va faire une édition du Landlord's Game avec votre tête dessus pour bien le montrer aux gens qu'on veut pas, voilà, on veut pas d'histoire. C'est celle-là. Ça, c'est le Landlord's Game, c'est l'édition qui a été publiée par Parker Brothers. Okay, ils en ont produit à peu près 3000 copies, dont la plupart sont restées dans un entrepôt, puis ont été détruites 2 ans après. Voilà. Donc ils lui ont proposé $500 et la publication de 3 jeux contre son brevet. 3 jeux dont The Landlord's Game. Les 3 jeux vont être complètement oubliés par l'histoire et par Parker Brothers. Ils vont honorer leur engagement, mais rien de plus, ils ne vont pas le porter commercialement. Elizabeth Magie, malgré tout, a accepté. À votre avis, pourquoi? Oh, pardon. Merde. Hop là. Non. Ouais. Alors, elle a accepté, en fait, tout simplement, parce qu'elle aurait très bien pu dire non et vouloir mener un combat juridique, mais non. Elle a accepté parce qu'elle pensait que si le jeu était joué par la plus de personnes possible, les gens allaient comprendre. Les gens allaient comprendre que, en fait, c'est pas bien. Là, vous voyez bien, il n'y en a qu'un seul qui gagne, tous les autres finissent complètement pauvres. Voilà. Non, mais elle y croyait vraiment. Et moi, je trouve ça d'autant plus honorable. Enfin, je veux dire, voilà, c'était vraiment beau. Et la plus grosse et la terrible ironie de cette histoire, c'est évidemment pas ça qui s'est passé du tout. Maintenant, le Monopoly est une vitrine du capitalisme. Et en 2022, il s'en est vendu plus de 250 millions d'exemplaires au monde. Donc voilà, son impact culturel, même s'il n'est pas majeur, on ne sort pas capitaliste après avoir joué au Monopoly. C'est un stimulus culturel qu'on ne peut pas ignorer sur le XXe siècle. Voilà, encore une fois, ça renforce les normes sociales, comme les échecs, comme les cartes à jouer avant, etc. etc. Alors, je vous ai parlé tout à l'heure du Checkered Game of Life, ce jeu édité donc, par Milton Bradley. 100 ans après, donc pour les 100 ans de MB, il y a un créatif qui avait apporté le hula hoop aux États-Unis, entre autres, qui voit traîner dans les entrepôts de Milton Bradley ce Checkered Game of Life. Il se dit, mais pour les 100 ans de l'entreprise, on va faire une refonte comme ça, et on va l'appeler Life, le jeu de la vie, The Game of Life. Okay, donc là, le jeu est publié en 1960. Le jeu est complètement différent du tout premier qu'on a vu, qui était sous la forme d'un plateau d'échecs qui exaltait des valeurs morales, religieuses, etc. Là, on voit une abondance de plastique. Il y a des décors en plastique, des petites voitures en plastique. Et en fait, la métaphore de la vie, c'est qu'on avait une petite voiture en plastique et puis on y emmène sa famille, qu'on construit au fur et à mesure du jeu, pour une balade en voiture. 1960, aux États-Unis. Normal, tout va bien. Le but du jeu, c'était d'avoir le plus d'argent, bien sûr. Il y avait peu ou pas de choix. Le seul choix qu'on avait, c'était de savoir si en début de partie, on voulait faire les études ou non. Après, tout ce qui se passait, c'est qu'on tournait la roue de la fortune. Ok ? La roue de la fortune nous indiquait du nombre de cases dont on bougeait, et puis c'est tout. Comme dans la plupart des jeux de loi, il ne reste aucun choix. Okay, on avait un seul métier pour toute sa vie. Tu commences docteur, tu finis docteur. 1960, encore une fois. Dans l'édition de 84, quand Hasbro rachète les droits de The Game of Life, la mondialisation et le chômage sont passés par là. Évidemment qu'on peut pratiquer plusieurs métiers pendant sa vie. Mais là, à l'époque, ce n'était pas le cas. Oui, donc qu'est-ce que je voulais... oui, donc... Comme je disais, en 84, Hasbro fait évoluer le jeu. Ils ont essayé, en fait, de le faire sortir un peu de ses valeurs vraiment capitalistes, années 50-60, le rêve américain. Et ils ont essayé d'introduire des lifestyles, qui sont des accomplissements de vie, en fait. C'est-à-dire, il va vous arriver des trucs chouettes, vous allez faire de chouettes choses pendant votre vie, et ce sera valorisé par le jeu. Ils l'ont fait tester aux joueurs, les joueurs ont trouvé ça nul. C'était détestable. Mais non, mais en fait, pourquoi est-ce que c'est plus d'être le plus riche pour gagner? Nous, c'est ça qu'on veut.
Et donc Hasbro s'est dit, bon, ben d'accord, du coup on va laisser ça. Ils ont trouvé un entre-deux, ils ont quand même mis des life points, des lifestyles. Donc on pouvait par exemple découvrir un vaccin contre un remède contre une maladie connue, ou gravir une énorme montagne, ou composer une symphonie. Mais c'est juste qu'en fin de partie, avoir composé une symphonie, ça rapportait 150 000 $. Avoir trouvé un vaccin, ça rapportait 200 000 $, etc., etc., etc. Alors, il s'est passé quelque chose après. Du coup, il y a un petit gars qui s'appelait Chris Pandler, qui lui, il a joué à The Game of Life, il adorait. Tout jeune, c'était son jeu préféré, en fait. Mais il a passé son temps pendant toute sa vie à noter que il manquait plein de choses dans The Game of Life. Il était manifestement caricatural, et il n'arrivait jamais grand-chose de mauvais, etc. Donc c'était pas vraiment le jeu de la vie. Il manquait quelque chose. Il a passé sa vie à noter dans un carnet ses omissions ou les ajouts que lui-même il ferait au jeu. Et à 40 ans, donc, il le publie lui-même, un jeu qui s'appelle The Game of Real Life. Ok. Dans The Game of Real Life, dont le plateau ne se ressemble à rien du tout, comme vous pouvez le voir, c'est largement chaotique. On ne retrouve pas du tout l'esthétique le graphique de The Game of Life. Ce qui est important, c'est le contenu. C'est-à-dire qu'en fait, dès la case 1, vous pouvez avoir perdu parce que vous vous êtes fait avorter. Voilà. C'est un jeu où, en fait, on peut vivre près d'un dépôt d'uranium et mourir irradié, on peut se prostituer, on peut connaître la drogue, on peut aller un dimanche après-midi au cinéma avec ses petits-enfants. C'est une des seules cases positives du jeu. Sinon, le jeu, il met en avant... Le but du jeu, c'était de finir le plus heureux, mais le jeu ne le permettait pas ou peu. C'était que des cases assez horribles. Voilà. Il est toujours en vente. Hein. Si vous allez à Portland, au Saturday Market, vous pouvez l'acheter auprès de Chris Pandler, qui le vend seulement de la main à la main. Il n'a jamais été distribué par quelqu'un d'autre. On peut l'acheter que sur son site, etc. Il a quand même vendu 200 000 à ce jour. Alors on arrive à une partie que peut-être vous connaissez mieux parce qu'on se rapproche de plus en plus de notre époque. On parle du jeu de société contemporain. Donc, contemporain, là c'est très vaste, je veux dire, sur le XXe siècle et maintenant début du XXIe siècle. Donc maintenant les jeux sont produits avec une grosse faute en usine. Mondialisation culturelle du jeu de société. Ça c'était... Je veux dire, depuis Internet, la mondialisation culturelle, on a vu que tous les passionnés de jeux de société, hors frontières, on s'est retrouvés sur Board Game Geek, etc. Explosion des quantités produites, ainsi que de la diversité des thèmes, des genres et des mécaniques. Je vais en reparler un petit peu parce que j'ai fait un schéma, vous le verrez, sur l'évolution des mécaniques de jeu et des types de jeux. On va voir que ces 30 dernières années, on a été beaucoup plus créatif que pendant les 5000 ans d'histoire du jeu de société. L'abondance de créativité qu'il y a eu ces 30 dernières années est absolument incroyable. Donc, une petite timeline, parce qu'il y en a tellement, on ne va pas pouvoir parler de tous, donc je vais juste en citer quelques-uns que vous connaissez peut-être, mais qui sont très importants. Donc première moitié large du XXe siècle, c'est la démocratisation des jeux de simulation. C'est là où les grands classiques voient le jour, hein. Landlord's Game, le Monopoly, le Scrabble, Cluedo, Risk, enfin voilà, Diplomatie. Voilà. Ensuite, entre les années 70 et 90, on sent dans le milieu du jeu de société, enfin dans les jeux de société, l'influence des contre-cultures. Et c'est là que naît le jeu de rôle. Les contre-cultures, c'est-à-dire les cultures de l'imaginaire, la science-fiction, la fantasy, les cultures pop, culture populaire, les comics, etc. Donc, vers 70 et 90, on va apparaître donc Donjons et Dragons, évidemment, qui est un marqueur culturel pour le jeu de société incroyable. On peut noter en 79 la naissance du Spiel des Jahres, que vous connaissez peut-être, qui est le jeu de l'année allemand, et autant dire le jeu de l'année mondiale. Voilà. Donc cette distinction existe depuis 79, où c'est David Parlett, avec le lièvre et la tortue, qui l'a gagné. Civilisation, donc, en 1980. Warhammer Battle, le jeu de figurines, certains ou certaines connaissent peut-être, voilà, le hobby gaming. Et enfin, donc, entre 90 et 2010, alors, ces tranches peuvent paraître arbitraires. Hein. Moi, j'ai taillé dans l'histoire pour mettre 70, 90. Évidemment qu'on pourrait affiner ces échelles, mais peu importe. Ça donne une idée de ce qui s'est passé. Entre 90 et 2010, on va apparaître des gateway games, c'est-à-dire des jeux portails qui permettent d'amener le grand public vers des jeux plus exigeants, comme le jeu de rôle, les jeux de bataille fantastiques, les jeux de simulation plus exigeants, les wargames, etc., pour amener ces types de jeux vers le grand public. Ces gateway games, c'est ou vers des mécaniques différentes des jeux traditionnels. On va parler par exemple des Aventuriers du Rail ou des Colons de Catane, que peut-être vous connaissez parce qu'ils sont maintenant vendus en supermarché. C'est assez rare pour le noter. Et enfin, entre 2010 et aujourd'hui, on a l'apparence des Eurogames, dont je vais parler après, d'autres pratiques commerciales qui sont Kickstarter, et on peut constater évidemment une explosion de la production qui est sans précédent. Je veux dire, les chiffres diffèrent toujours, mais on parle d'entre 1000 et 1500 jeux de société qui sortent chaque année en France. J'arrive jamais à avoir des vrais chiffres, mais c'est quand même énorme. Voilà. Alors, parlons très vite d'une petite généalogie de comment on est parti de là, le Kriegspiel,
qui était en fait une simulation destinée à la formation des officiers en Autriche. D'accord ? Donc on y jouait comme on le voit petit peu mal sur l'illustration. C'était des officiers qui se battaient, une grosse horloge, c'était timé. Il y avait un paravent au milieu de la table qui permettait à chacun de planifier ses actions et de bouger ses troupes. Au départ, c'était des tableaux avec des milliers de cases, des plateaux avec des milliers de cases. Finalement, on a fini par reproduire à l'échelle, même en relief, donc faire un travail de modélisme, et à pratiquer les mouvements au cordeau avec une ficelle, finalement très proche de ce qui se passe maintenant dans Warhammer Battle, en fait. Warhammer Battle, donc une des influences. Donc, le Kriegspiel devient ensuite le Wargame. C'est une version, disons, démocratisée du Kriegspiel qui, comme vous le voyez, était très exigeante, puis était destinée seulement à la formation des militaires. Donc là, après la Deuxième Guerre mondiale, les Américains qui ont pas ou peu, disons, exception Pearl Harbor, qui n'ont pas connu la guerre sur leur sol, eux, ça leur pose pas de problème de jouer à la guerre. Et donc le wargame se démocratise en quelque sorte, même si c'est pas réellement familial, mais il connaît un certain essor là-bas. Voilà. Nous, en Europe, bizarrement, on n'a pas trop envie de jouer à la guerre en 1950. Voilà. Les wargames vont malgré tout donner lieu à deux gros genres de jeux que l'on connaît maintenant. Le jeu de figurines, donc Warhammer Fantasy Battle dont je parlais. Donc c'est vraiment de la simulation de combat, de bataille, mais là c'est avec des dragons, des mages, etc. Et le jeu de rôle, qui est donc du jeu purement narratif, destiné à vivre ensemble une histoire racontée par un ou une maître de jeu, etc., etc., où les enjeux de victoire ou de défaite ne sont pas les mêmes. Voilà, pour ceux qui ne se connaissent pas, j'aurais du mal à en donner une définition qui soit plus précise que ça. C'est du jeu narratif, c'est une narration partagée, on va se raconter une histoire pendant toute une soirée. Et malgré tout, il y a des règles, et les règles représentent la réalité du jeu auquel on joue. On jette des dés pour savoir si je réussis ou non à frapper avec mon épée ou à courir avec mon cheval, etc., etc. Le jeu de société moderne, là où on voit que c'est un véritable objet culturel et plus seulement un jouet avec des règles ou un objet de divertissement qu'on trouve en supermarché, c'est que, comme d'autres médias, il y a des courants qui naissent. Au début des années 2000, il y a deux courants. Les jeux Ameritrash et les jeux à l'allemande, d'accord, qui naissent. Les jeux Ameritrash, donc ils sont nommés par eux-mêmes, hein, c'est les Américains eux-mêmes qui se sont dénommés Ameritrash après une blague sur les forums. Leur spécificité, c'est qu'ils sont centrés sur la simulation. Il y a plein d'effets, on jette des dés tout le temps, il y a des systèmes complexes, des temps de partie qui sont plutôt longs, et des interactions directes qui sont très fortes, c'est-à-dire que je t'attaque, tout le temps. Avec des dés, on se combat, etc., etc., et c'est ça qui est drôle. J'ai repris deux gros types de jeux, qui sont emblématiques du genre, mais il n'y a pas que ça dans le jeu Ameritrash, mais les deux gros jeux emblématiques, il y a le 4X, donc le 4X pour Explore, Expand, Extract et Exterminate, tout un programme politique en soi. Le Dungeon Crawler. Donc Dungeon Crawler, j'ai pris HeroQuest parce que c'est celui de mon enfance. C'est de jeux d'escarmouche scénarisés, issus du jeu de rôle, hein, clairement. On joue un aventurier dans un donjon, on tue des gobelins, on trouve des trésors, en substance. Et de l'autre côté de l'Atlantique, on a les jeux à l'allemande, qui sont moches, on peut le voir. Voilà, c'est pas beau. Moi, ça me donne pas envie de jouer, hein, mais même, voilà. Alors que là, ça fait envie. Là, non. Et ça, c'est illustré par ma nièce de 14 ans, clairement. Donc, par contre, les jeux sont centrés sur la mécanique. Les jeux sont excellents, ça, on ne peut pas le nier. C'est d'une élégance rare. D'un point de vue mécanique, c'est beaucoup plus élégant. Là où les Américains s'en foutent un peu de la quantité de règles qu'ils rajoutent, tant que ça porte le thème, c'est bien. Non. Là-bas, on va essayer d'épurer les mécaniques, d'avoir des jeux réellement élégants, des temps de partie plus courts, peu d'interactions directes, parce que finalement, le public allemand, quand il joue beaucoup en famille, c'est un public qui joue beaucoup, qui joue le dimanche après-midi, entre autres, et qui donc n'est pas là pour se taper sur la gueule. Mais avec des enfants, même parfois un peu jeunes, l'interaction directe, des fois, ça peut amener des conflits qui ne sont pas bienvenus. Donc on va préférer des jeux où on joue chacun dans son coin sur son petit plateau, et celui qui arrive à faire le plus de points, à mieux gérer, puisque généralement ce sont des jeux de gestion et développement, et très souvent c'est de l'optimisation de moteurs de points de victoire. Okay, le fait que l'Allemagne soit un pays démilitarisé, donc depuis la Seconde Guerre mondiale, et qui ont un tabou mémoriel très fort par rapport à la Seconde Guerre mondiale, n'est pas anodin dans le fait que ce type de jeu soit prisé là-bas à ce moment-là. C'est des jeux où on ne se bat pas, c'est des jeux où il n'y a pas de conflit direct en tout cas. C'est celui qui optimise le mieux qui gagne, mais finalement on ne va pas aller se faire la guerre dans l'espace. Non, c'est pas bien. Okay, il y a la rencontre de ces deux mondes, puisque finalement, voilà, on s'est dit, mais pourquoi choisir autant prendre le meilleur des deux mondes, et ça va donner les Eurogames. Voilà, que ce soit de designers français, espagnols, italiens, anglais ou d'autres partout dans le monde. On va dire, non mais attendez, nous on aime le thème, on aime les trucs attractifs et jolis, mais en même temps, les mécaniques épurées, on aime ça aussi. Pourquoi on ne les ferait pas se rencontrer ?
Et c'est ce qui s'est produit, et encore aujourd'hui, l'Eurogames, qui représente un spectre très très large, qui est très difficile à définir, c'est issu de la rencontre entre ces deux genres majeurs. Alors, quelques marqueurs, il y en aurait sans doute d'autres, parce que comme je le disais, ça a été un foisonnement créatif assez incroyable, le jeu de société moderne. Je parle au passé, mais c'est encore le cas. Mais on parlait quand même. Le jeu coopératif, quelque chose qui est relativement récent, finalement. Puisque il trouve ses origines dans la contre-culture américaine post-Vietnam. C'était les contestataires contre la guerre du Vietnam, qui eux voulaient faire des espèces de jeux, mais qui soient des sports, mais sans conflit, sans violence. On est ensemble, on joue, mais on se bat pas, c'est coopératif, on fume, bref. Et donc ça vient de là. Et alors, dans les années 80, le jeu de société s'empare de la mécanique. Un des plus vieux, c'est évidemment le Verger, auquel la plupart d'entre vous, peut-être, ont fait jouer leurs enfants. Voilà. On peut parler de Pandémie en 2008, The Mine ou Les Chevaliers de la Table Ronde, qui sont des jeux phares de ce type. On ne peut pas ne pas parler du jeu de cartes à collectionner. Et donc j'ai choisi Magic parce que c'est le plus emblématique de tous, Magic the Gathering, qui a été publié en 1993. Et moi-même, en 93, j'étais devant le magasin pour acheter les boosters. C'était assez incroyable parce qu'en 93, la première édition, pour le principe, pour ceux et celles qui ne voient pas, on achète des petits paquets de cartes. Et ensuite, avec ces cartes, on va composer un deck, un paquet de cartes qui est plus ou moins fort selon les synergies des cartes entre elles. Okay, et ensuite, on va pouvoir se battre avec des copains et des copines, un peu comme on veut, en convention, facilement, en attendant une table qui se libère, etc., etc. Donc ça permet aux joueurs d'être très créatifs par rapport à la construction de son deck. Et en même temps, il y a l'aspect pochette surprise, là, on a 8 ans, quoi, c'est magnifique. Donc commercialement, évidemment, le modèle est imparable, je veux dire. Mais il se trouve que le jeu est bon. Et que ça n'existait pas. C'est assez incroyable ce qui se passe à ce moment-là. Moi, avec mes copains avec qui je faisais du jeu de rôle à l'époque, Magic a été la deuxième chose qui nous a amené vers le jeu de société à ce point. Donc première édition épuisée en quelques semaines à peine, des centaines de milliers de cartes. Deuxième édition, pareil. En une année, ils ont répandu 600 millions de cartes vendues dans le monde, Magic. Commercialement, c'est un truc assez incroyable. Je ne crois pas qu'il se soit passé de raz-de-marée commercial à cette échelle aussi vite, de la même manière. Plus de 20 000 cartes différentes en 30 ans, c'est quand même assez incroyable, de la diversité du jeu qui s'est construit. Évidemment, on ne joue pas avec tout en même temps, encore que certains formats le permettent. Voilà. Et donc le jeu de cartes à collectionner, c'est l'initiateur d'un genre, le deck building, où là, on ne crée pas son deck avant la partie, mais on le crée pendant la partie. Enfin, le troisième marqueur que j'ai voulu montrer, c'est le jeu Legacy. Alors le jeu Legacy, c'est un jeu évolutif de manière irréversible. C'est-à-dire, le premier, celui que je montre là, c'est Risk Legacy. Imaginez que vous faites une partie de Risk, et qu'à un moment, le jeu permette de mettre une grosse bombe nucléaire sur le Kamchatka. Vous le faites, et ben la carte du Kamchatka, vous la déchirez. On ne pourra plus jamais jouer avec le Kamchatka dans ce jeu, même lors des parties futures. C'est pas possible. D'accord ? Ça, c'est le principe du jeu évolutif, du jeu Legacy. Okay, donc Risk Legacy, par exemple, utilise des enveloppes et des compartiments secrets à n'ouvrir que s'il se passe ça, à n'ouvrir qu'après la partie, etc., etc., etc. Ce qui est important avec le jeu Legacy, moi en tant qu'auteur, je trouve, c'est que le jeu de société s'affranchit de la rejouabilité. La rejouabilité, c'est quelque chose d'absolument génial pour les jeux quand on veut acheter un jeu et pouvoir y jouer tous les soirs de sa vie, l'hiver, l'été, etc. En revanche, est-ce qu'on demande à un film d'être visible ? Ou un livre d'être relisible? Ah oui, je l'ai relu, c'était pas ouf. La relisibilité est pas énorme quand même. Bah non. Et donc, ce que je trouve assez important, c'est que maintenant, on puisse considérer le jeu de société comme un média qui puisse être du one-shot, scénarisé. C'est-à-dire que, oui, on peut y mettre des twists, on peut y mettre une narration forte qui ne pourra pas avoir lieu deux fois. C'est un moment unique, une expérience vécue qui peut susciter des émotions très fortes, entre autres par le biais de déchirer les cartes. Voilà. Et depuis, on l'a vu, les Unlock, par exemple, entre autres, ce sont des jeux qui se jouent par scénario. Bah, une fois qu'on l'a joué, le scénario, on ne peut pas. Il faut attendre 2 ans. Avec la mémoire de Poisson Rouge, on a oublié, on peut y rejouer. Mais voilà. Alors, ce qui se passe au XXe siècle également, c'est l'avènement du jeu d'auteur. 20e et début 21e surtout. L'avènement du jeu d'auteur. Pendant tout le XXe siècle, il s'est passé un glissement juridique de la propriété intellectuelle industrielle, c'est-à-dire les brevets, comme j'en parlais tout à l'heure, le brevet qu'avait Lizzie Maggie sur le jeu Landlord's Game, vers la propriété intellectuelle littéraire et artistique. C'est-à-dire que ça fait à peine 30 ans que les auteurs et autrices de jeux de société signent des contrats qui sont en fait très proches de ceux du livre. Okay, et d'ailleurs, même le process éditorial dans le jeu de société est très proche du livre. Ce sont des auteurs et autrices de jeux de société qui conçoivent des jeux dans leur maison, tout seuls, et ensuite ils vont démarcher des éditeurs et des éditrices pour pouvoir les signer, comme on fait avec un manuscrit dans l'industrie du livre. Au début 20e, c'était plutôt le concours Lépine et je suis un inventeur de jeux de société. Le glissement a été fait. Maintenant, on est auteur ou autrice de jeux de société, on n'est plus concepteur ou inventeur.
en anglophonie, bref, aux États-Unis ou en Grande-Bretagne, le terme de game designer, qui est encore en usage, est lui déjà un peu plus mitigé, c'est-à-dire que le design renvoie à un travail de conception. Mais à la fois, on parle beaucoup de design pour le design graphique. Donc c'est assez difficile. Le terme d'auteur de jeux de société en français est vraiment unique et propre à chez nous, quoi. En 1988, il se passe quelque chose au salon d'Essen, en Allemagne, qui est donc un des plus gros salons allemands de jeux de société. Il s'y passe la proclamation Coster, la proclamation du Subok, où une petite dizaine de plus grands auteurs allemands et du monde décident, en fait, si on veut être reconnu comme auteur et autrice d'un objet culturel, d'un réel média, il faut que nos noms soient présents sur les boîtes. Sinon, on va nous oublier, nos jeux ne seront pas considérés comme des œuvres de l'esprit. Et donc, ils ont pris le Subok d'une des bières qu'ils étaient en train de boire. Ils ont dit, on s'engage tous et toutes ici à ne jamais signer un jeu avec un éditeur s'il ne met pas notre nom sur la boîte. Et donc, tous ces auteurs ont signé. Voilà. Là, on ne le voit pas très bien, mais il y avait marqué, on s'engage à ne pas... Voilà. Et donc, c'est depuis que... Là, bien sûr, il faut mettre les noms des auteurs et autrices et illustrateurs et illustratrices en cover de boîte. Même s'il n'y a pas la place. Même si ça fait moche, bien sûr, il faut le mettre. C'est une évidence. Il s'est passé quelque chose également dans le sens où il y a un peu plus d'une dizaine d'années, donc en 2012, il y a eu la création des collectifs régionaux en France. Auparavant, comme je le disais tout à l'heure, les auteurs et autrices de jeux de société sont des êtres humains isolés. Chacun crée ses petits jeux comme une espèce d'inventeur, de savant fou, dans son coin. Et on ne parle jamais entre nous, ce qui nous empêchait de pouvoir discuter, par exemple, entre autres, des contrats, des conditions juridiques, etc., etc. Avec l'avènement, alors d'abord il y a eu Trick Track et le forum de la Protozone qui a permis aux auteurs et autrices de jeux de société de se rencontrer, de se retrouver. Et ensuite, bien sûr, il y a eu les réseaux sociaux qui ont amplifié le phénomène. Et donc, il y a un peu plus d'une dizaine d'années, il y a eu la création des collectifs régionaux en France. Là, on voit tous les logos qui sont là en dessous, c'est à chaque fois un collectif régional d'auteurs et d'autrices. Okay, donc chacun est composé de minimum une demi-douzaine jusqu'à parfois une quarantaine, une cinquantaine. Moi, par exemple, je suis du Graal. J'ai le petit badge là, représente. Voilà. Le Graal, c'est le collectif rennais. Voilà, on est là. Et il se trouve qu'en 2017, ces collectifs d'auteurs, il n'y en avait pas encore tant à l'époque, ont décidé de monter une association nationale qui est la Société des auteurs de jeux. Alors, ce n'est pas une association, c'est un syndicat, clairement, qui défend les intérêts des auteurs et autrices de jeux de société. Ce qui permet d'avoir des retours sur les contrats, ce qui permet de parler des bonnes et des mauvaises pratiques dans l'édition et ailleurs, etc., etc., etc. Pour ceux et celles que la création de jeux intéresse, je vous invite à aller sur le site de la SAGE. Il y a plein d'infos super importantes. C'est 15 € à vie. Enfin, je ne suis pas en train d'essayer de... Mais si, en fait, je suis en train d'essayer de vous... Voilà. Non, c'est quand même un marqueur historique assez important parce que, historiquement, les jeux n'ont jamais eu d'auteur et d'autrice. C'est des jeux qui se sont répandus de manière populaire, simple, sans qu'on s'interroge sur qui les a créés. Ou, voilà. Même il a fallu attendre le XVIIe siècle pour qu'il y ait des petites compendiums comme l'Académie des jeux qui voit le jour, qui recensait des règles de jeu. Sinon, tout était transmis par oral. Et du coup, chaque jeu voyait des variantes arriver de région en région. Des variantes qui n'étaient jamais très radicales, mais malgré tout, voilà, il y avait jamais, ça se transmettait qu'à l'oral. Il a fallu attendre du temps pour que ça se passe. Alors, je vous en parlais tout à l'heure. Voilà une petite frise de l'évolution en termes de game design dans le jeu de société. J'ai repris en gros ce que je vous ai dit depuis le début de la présentation. C'est-à-dire qu'au début, vers moins 5000, on a du jeu de hasard, du jeu d'adresse. Okay, et bien sûr, on n'arrête jamais d'y jouer. Hein, c'est encore joué encore maintenant. Là, à peu près à partir de là, on a les jeux de parcours dont je vous parlais, les petits chevaux. Le monde entier joue aux petits chevaux. Je résume, évidemment. Enfin, je caricature. Avec les jeux de cartes, c'est les jeux de pions sans hasard qui arrivent ici. On voit des nouvelles mécaniques apparaître, les principes de capture, de placement, d'alignement, le jeu asymétrique. Ça, ce sont des nouvelles mécaniques. Avant, c'était assez pauvre, hein, vous le remarquez. Mécaniquement parlant, en termes de création de jeu, il y avait très peu de mécaniques différentes et de systèmes de jeu différents. Donc, les jeux de pions sans hasard amènent ça. Les jeux de cartes en 1300, 1400 amènent leur lot de mécaniques, le jeu de pli, le jeu de combinaison, de collection, d'enchères, le stop ou encore, et les premiers jeux de communication. Alors je l'ai mis là, j'aurais peut-être pas dû, parce qu'en fait au Japon et en Chine, il y avait des jeux, les cartes à poèmes qui étaient beaucoup plus anciens que ça, où il y avait 2 decks de 100 cartes, on prenait une première carte, il y avait le début d'un poème, et ensuite il fallait retrouver dans la deuxième la suite du poème. Donc c'était un jeu, c'était l'ancêtre des quiz, du Trial Pursuit, un peu, bon, je résume un petit peu, et voilà. Donc, mais, bref. Et enfin, ici là, c'est tellement petit qu'on a du mal à le voir, vous voyez le tout petit truc bleu là, c'est les 30 dernières années. Et les 30 dernières années, il s'est passé tout ça. En nouveaux types de jeux, en nouvelles mécaniques, en façon de moduler le matériel, les règles, les mécaniques, d'en créer de nouvelles, c'est absolument incroyable. Alors,
Il est possible que j'en ai omis quelques-uns là dans le jaune, le orange et le rouge. Il faudrait aller voir au musée de la carte à jouer, c'est les lumineux, etc., etc. On pourrait peut-être retrouver des traces d'un ou deux jeux anodins qui utilisaient déjà telle ou telle mécanique, c'est fort probable. Malgré tout, dans les traces que j'ai pu retrouver des historiens, et donc dans les jeux qui ont traversé les âges et qui ont été majoritairement pratiqués, on reste sur ces mécaniques-là. Donc quand on dit qu'on connaît un véritable âge d'or de la création de jeux de société depuis 30 ans, c'est une réalité. En termes de création, c'est visible, quoi. Voilà. On arrive à la fin, je suis même en avance, c'est assez incroyable. En conclusion, c'est une conclusion qui va peut-être vous paraître, enfin non, pas tant finalement, décorrélée de ce que j'ai dit avant, mais il y a une chose qui n'a jamais été remise en question dans tout ce que je vous ai décrit pendant la dernière heure et demie, enfin la dernière heure, c'est le fait que le jeu est un objet de divertissement qui est relié à l'enfance. Le jeu a toujours été un objet qui est fait pour s'amuser, d'accord ? Là, on vient de dire qu'on est dans une évolution majeure du jeu de société, et à mon sens, ce qui se produit maintenant, c'est qu'il faut que le jeu de société acquiert sa maturité culturelle. J'ai comparé à plusieurs reprises le jeu avec les livres, le cinéma, etc. Ça ne choque personne d'aller au cinéma pour voir la liste de Schindler, par exemple. Ben ouais, mais pourquoi est-ce que ça gênerait de jouer à un jeu pour qu'il soit triste, pour qu'il nous fasse vivre d'autres réalités sociales, qui soient dramatiques ou qui soient pamphlétaires ? Le jeu de société est un média qui ne s'est jamais emparé de sa parole pamphlétaire. Donc, il est à mon sens largement temps que le jeu de société s'empare de cette parole-là et acquiert une réelle maturité culturelle. Maintenant, il y a des jeux de société qui sont dédiés aux adultes, c'est-à-dire qui sont, en termes d'accessibilité, dédiés aux adultes. Mais même ces jeux-là dédiés aux adultes, leur traitement graphique est souvent extrêmement régressif. C'est-à-dire que c'est forcément de l'illustration. On parle des adultes, mais on parle à l'enfant de 8 ans qui est dans l'adulte. Pourquoi est-ce qu'il n'y a aucun jeu qui est photoréaliste, par exemple, à votre avis ? Parce que c'est pas ce qu'on a envie de voir dans un jeu. Et pourtant, on va bien voir des films de Ken Loach qui nous parlent de la réalité. Donc il est tout à fait possible, à mon sens, de percevoir le jeu de société autrement que comme un simple objet de divertissement, d'évasion, de régression. Voilà. Le deuxième gros enjeu, à mon avis, à quel veut faire face le jeu de société dans son histoire qui arrive là, c'est le fait qu'actuellement, il est produit en Chine par des millions d'exemplaires. Et ça, on le sait, on le sent, que c'est un modèle qui ne va pas pouvoir continuer très longtemps. Comment est-ce que le jeu de société qui a réussi à devenir, donc, grâce à la mondialisation, grâce à Internet, un bouillon de culture aussi énorme et à produire donc, la richesse créative dont j'ai parlé juste avant, comment est-ce qu'il peut arriver à maintenir ça s'il est plus produit par des millions d'exemplaires en Chine ? Pour moi, c'est ce qui reste à inventer. Il y a vraiment... Et on voit les collectifs d'auteurs et d'autrices qui sont là dans les territoires. Eux, ils peuvent continuer à créer des jeux et à trouver des circuits courts, peut-être des subventions culturelles, voilà, pour faire vivre la culture. Le théâtre est un média qui, par exemple, ne vit que grâce à des subventions, parce qu'il y a beaucoup moins de gens qui vont voir du théâtre. Je veux dire, il y aurait, à mon sens, d'autres modèles à trouver pour faire vivre le jeu de société, à le maintenir créatif, plutôt que de le conserver comme un objet commercial produit avec du plastique par millions d'exemplaires en Chine. Voilà. Ça, J'avoue que c'est un peu mon opinion, plus qu'une conclusion. Pardon pour le prosélytisme, mais il fallait que j'en parle. Écoutez, je suis manifestement en avance. Il reste 20 minutes pour les questions, si vous en avez. Et merci de votre écoute, en tout cas, ça fait plaisir. Alors, oui. Il faut le micro, parce que sinon... Ouais, c'est que c'est enregistré, ça t'embête pas. Oui. Vas-y, je t'écoute. Je voulais juste réagir en deux mots sur la conclusion que je trouve un peu sévère. Oui. Parce que justement, tu as parlé de jeux justement moralisateurs, etc. En fait, ça a déjà existé. Des jeux contestataires ou moralisateurs ? Contestataires, ouais. Contestataires, oui, mais ceux dont j'ai parlé, c'était des exceptions. Je les ai montrés parce que c'était largement des exceptions. D'accord. Quand je vous parle de The Game of Real Life ou de le jeu de loi, etc., les jeux satiriques, c'est des exceptions au milieu de jeux qui vendent des chaussures, le voyage de tel explorateur au milieu des pygmées, etc. C'est des exceptions, réellement. Et donc, oui, elles sont suffisamment rares pour que je veuille les noter. Voilà. Et deuxième point, moi, je pense qu'il y a un autre type de jeu qui émerge un peu, c'est les jeux... c'est toujours ludique, mais c'est pour l'enseignement. Le jeu éducatif, le jeu pédagogique, voilà. On pourrait parler un peu de serious game pour la formation, etc., etc. Ouais, alors, il y a... oui, en fait, ça fait longtemps, c'est pas nouveau. Quand tu vois que les jeux de loi dont je parlais, pour eux, c'était du jeu pédagogique, c'était du jeu éducatif, qui éduquait aux valeurs morales, qui éduquait au bon comportement. Maintenant, si tu parles de jeux destinés à l'éducation plus spécifique pour développer des compétences, pour le calcul mental, etc., oui, évidemment, ça fait, 30-40 ans que l'éducation s'est emparée du jeu, oui, bien sûr.
Mais c'est pas les seuls d'ailleurs, la publicité aussi et la politique également, hein. C'est Yann Bogost dans un bouquin qui s'appelle Persuasive Games qui indique que en fait les comportements auxquels nous force un jeu de société, nous force entre guillemets, c'est-à-dire que c'est les actions qu'il est possible de faire en jeu et les objectifs qu'on doit réaliser, véhiculent des valeurs par la mécanique simplement, pas seulement par les représentations graphiques. Le fait qu'il soit optimisé de couper plein de bois et de le revendre plein d'or, ce n'est pas anodin, ça modifie le comportement. Donc le fait qu'il y ait une rhétorique procédurale dans les jeux, Yann Bogost indique que ceux qui l'ont compris très vite, c'est la publicité, l'éducation et la politique. La publicité, tous les advergames, les jeux publicitaires qu'on voit, etc., tout le temps, tirage au sort, mettez votre nom sur la page Facebook, blablabla, pour gagner machin, tout ça c'est du jeu, oui, c'est du jeu de hasard, mais ça reste du jeu. Okay. Donc il y en a qui l'ont compris très vite, mais le jeu éducatif, oui. Pourquoi tu me poses cette question? Parce que tu trouves ça nouveau à quel titre? Non, c'était juste pour rebondir à la conclusion où tu disais que... alors je ne sais plus trop en quel terme, mais en gros, jusqu'à maintenant, les jeux, c'était exclusivement divertissant. Ah oui, tu dis que c'est aussi de l'éducation. Oui, d'accord. Oui, sans doute, oui, c'est vrai. Mais oui. Mais malgré tout, on essaie souvent de faire passer la pilule, entre guillemets, de l'éducation par le divertissement. La diversion ludique, c'est souvent ça. Oui. Voilà. Ouais, c'est d'ailleurs pas compatible. Non, bien sûr que non. Mais de toute façon, les jeux nous font évoluer, progresser. Il va y avoir une table ronde extrêmement intéressante sur le sujet demain, sur le jeu comme média d'éducation populaire. Juste le fait de jouer, en fait, que même si les jeux n'ont pas de propos, n'ont pas de l'intention de nous éduquer, de nous informer ou quoi que ce soit, le fait de jouer nous met face à, nous oblige à analyser les systèmes, nous rend critiques, et nos choix dans les jeux font qu'ils sont impactants. Donc on retrouve le pouvoir de nos choix, ce qu'on n'avait pas du tout dans les jeux de loi. Voilà, donc le jeu de société moderne apporte ça. Donc le simple fait de jouer à des jeux de société en soi est pas éducatif, mais oui, développe des compétences, c'est évident, ouais, c'est clair. Il y a d'autres questions? Merci pour la présentation, déjà, c'était très pro. Merci. Ma question, c'est tous les combats que tu portes, toi, en tant qu'auteur, et puis avec le syndicat, tous ces sujets-là, est-ce que c'est partagé aussi avec les éditeurs, les enjeux de surproduction, toutes ces choses-là? Est-ce qu'il y a vraiment des... Est-ce que ta question est vraiment sincère? Est-ce que tu n'aurais pas un petit peu la réponse? Il y a évidemment des conflits d'intérêts, on le sait. Je veux dire, mais c'est terrible parce que, mais même avec certains auteurs, je pense que, en fait, on est sur un modèle où, si on veut vivre de notre métier, et je dis on, c'est à la fois les auteurs ou les éditeurs, on est obligé de passer par ce canal qui est l'objet commercial, le jeu en tant qu'objet commercial. Et donc forcément, les éditeurs cherchent la rentabilité, et donc les auteurs, parfois même les autrices, se formatent pour que le jeu soit éditable et donc bien vendu après. Donc il est évident qu'on expérimente beaucoup moins, on n'a pas de proposition radicale parce que personne ne va jamais nous le signer, il ne sera jamais édité et je ne pourrai pas gagner de l'argent. Moi, pendant 10 ans, j'ai voulu me professionnaliser en tant que jeu de société. Alors, je n'ai peut-être pas fait les bons jeux, c'est fort possible, mais j'ai bien constaté la difficulté qu'il y avait à vraiment vivre de ce métier-là. C'est-à-dire que il y a un chiffre que je ressors souvent, mais il est vrai, c'est pour toucher le SMIC brut annuel avec des droits d'auteur de jeux de société, il faut vendre 50 000 boîtes d'un jeu à 20 €. Sachant que la première édition d'un jeu, c'est entre 5 et 10 000 exemplaires dans ces eaux-là. Donc soit il faut faire 10 jeux par an, ou 5 jeux par an, ce qui est énorme en termes de travail. Hein. Ça demande beaucoup de travail de créer un jeu. Soit il faut avoir un jeu qui a un succès mondial. Voilà. Mais le fait que le jeu soit considéré uniquement comme un objet commercial, c'est un réel problème pour son évolution vers une meilleure maturité culturelle. Et je digresse parce que ta question, c'était pas ça. Mais les éditeurs, oui, je pense qu'il y en a beaucoup qui entendent ce que je dis. Je ne suis pas le seul à le dire, hein, d'ailleurs. Je ne veux pas être comme le prêcheur de l'Apocalypse. On est nombreux à le dire. Si certains veulent s'arrêter sur le stand du jury Lizzie Maggie, on ne dit ni plus ni rien. Il y a beaucoup d'auteurs, d'autrices ou de podcasts qui parlent de ce genre de sujet. Mais non, le truc, c'est qu'il y a plein d'éditeurs qui entendent ça. Mais on fait tous face aux mêmes réalités. On a une femme, des enfants à nourrir. Enfin, ça paraît un cliché, mais ça reste une réalité. Et donc, on est tous emportés par ce modèle-là. Par ailleurs, il est très difficile de sortir de ces comportements, de ces habitudes, et de la façon dont tout le monde considère notre milieu et la façon de faire. Je veux dire, il y a tellement de connivence qu'on dit « Ah oui, ça ne marchera pas, hein, les faux prophètes des tendances du marché, etc. etc. » Dans le petit milieu de jeux de société, qui est très sympathique par ailleurs, c'est que ça. Et donc, on se met à réfléchir comme ça. Alors qu'il serait tout à fait possible de faire du jeu de société pour de l'expérimentation, des jeux qui seraient sponsorisés par des subventions publiques. Au même titre qu'on a des œuvres d'art moches au milieu des ronds-points, il est obligatoire d'avoir un pourcentage de l'espace public qui soit dédié à des œuvres d'art.
Il pourrait très bien avoir des jeux qui vont porter des propos, qui vont avoir des jeux philosophiques, des jeux tristes, des jeux dramatiques, des jeux qui essayent de faire autre chose que du divertissement, et qui seraient subventionnés par le public puisque c'est pas rentable. Ça pourrait pas faire son chemin en boutique. Mais pourtant, ce serait bien que ces jeux existent malgré tout. Donc il y a d'autres façons de le faire. Après, moi j'aimerais que des auteurs et autrices se lancent dans l'expérimentation parce qu'on est déjà habitué à pas vivre de notre métier en fait. Donc tant qu'à faire, autant y aller quoi. Voilà. Mais donc non, les éditeurs, je veux pas en faire des grands méchants. Il y en a tout un tas. Ce qui est bien, c'est que c'est un petit milieu, on parle beaucoup. Tout un tas qui sont conscients de ces problématiques-là, de production, etc. Mais la machine maintenant elle est tellement lancée, et je pense que c'est valable pour beaucoup d'autres secteurs, que peu de gens voient de façon de faire autrement. Et encore, les productions se sont relocalisées suite au Covid, où maintenant il y a de la production française qui peut se faire de manière un peu plus certaine et un petit peu plus rentable. Voilà. Non, on a d'autres choses en tête. On a arrêté un petit peu le plastique, mais à mon sens, toutes ces choses-là, tant qu'on produira tant de volume, ça n'a pas de sens. Mais ça reste très personnel comme opinion. Voilà. Est-ce que j'ai répondu à ta question ? Mais dans le syndicat, ça inclut aussi des éditeurs ou c'est que des auteurs ? Non, alors il y a une association nationale qui regroupe les éditeurs, c'est la UEJ, l'Union des éditeurs de jeux. Voilà. Et donc c'est à eux qu'il faut poser la question, mais ils ont pondu un livre blanc sur les problématiques écologiques d'ailleurs, mais ils ont refusé d'inclure dans la problématique le fait qu'il faille réduire les volumes. Donc tout de suite, c'était un peu biaisé, à mon sens, comme analyse. Mais dans la société des auteurs de jeux, il n'y a que les auteurs et les autrices de jeux de société. Pas d'illustrateurs, d'illustratrices, pas d'éditeurs ou d'éditrices. C'est ceux qui créent du jeu, c'est leur métier, on ne fait que ça. Le reste, les éditeurs et les éditrices, ils ont d'autres compétences. Ils font de la logistique, de la comptabilité, de la communication. Nous, on fait de la création de jeux, du game design. C'est un taf à part entière, quoi. Voilà. Ok, très bien. Merci. T'en prie. N'hésitez pas, il nous reste 15 minutes. Non ? Moi qui pensais dépasser, je suis tellement déçu. Oui ? Tiens, tu peux. Merci. Ouais. Vas-y. Est-ce qu'on peut imaginer que les jeux pourraient être vendus 10 à 20% plus cher et que cette différence irait aux auteurs ? Excellente question. Non, donc la question finale, ce serait est-ce que le public serait prêt à payer 10 à 20% plus cher un jeu ? Alors, figure-toi que cette expérience a été menée ici même à Rennes, il n'y a pas plus tard que 3 ou 4 ans. Par les boutiques, je ne sais pas si j'ai le droit de le dire. Pardon, Jonathan et Fabien, si je vous en parle, mais à l'époque, Vianney Van Le Putain était encore allé dans les boutiques Terre de Jeux de Rennes, et ils ont fait cette expérience. C'est-à-dire qu'il y a certains jeux, en accord avec l'éditeur, avec l'auteur, où ils ont dit, là, il y a 2 € qui vont aller à l'auteur, pour montrer que les auteurs et autrices ne sont pas suffisamment payés sur la vente d'un jeu. Pour vous dire, en fait, le commercial qui démarche les boutiques pour placer les jeux, il gagne plus sur un jeu que l'auteur ou l'autrice. Voilà. Et donc, oui, ça a été tenté. Et en fait, ça n'a pas trop mal marché. C'était pas mal. Je ne sais pas si ça pourrait être reproduit au niveau national ou quoi, mais il me semble que ce serait un pansement sur une jambe de bois, dans le sens où, pour moi, c'est systémiquement qu'il faut changer la donne. C'est contractuellement que nos pourcentages sont foutus. Et qu'en fait, là, actuellement, on est payé en pourcentage sur le chiffre d'affaires des éditeurs. Et il faudrait qu'on soit payé déjà en pourcentage sur le prix public hors taxe. Et sans changement de taux. C'est-à-dire que là, on est payé entre 6 et 8% du chiffre d'affaires. Il faudrait qu'on soit à minima payé entre 6 et 8% du prix public hors taxe. Et là, évidemment, les éditeurs, tout le monde vont lui dire « mais je ne peux pas nourrir mes enfants, que fais-tu ? Tu me tues, c'est un scandale ». Mais en fait, oui, mais non, parce qu'il faudrait juste faire payer les jeux plus cher à tout le monde. Et on en vendrait moins, c'est pas grave. Ça pourrait être peut-être 5% des éditeurs, 5% des distributeurs qui montent, tout ça pour 5% du public, tout ça pour les auteurs. Et du coup, ça réduirait aussi le volume trop large de certaines éditions de jeux, quoi. Ouais, mais alors ça, réduire les volumes, moi je serais tout à fait d'accord. Augmenter le prix, c'est malheureusement nécessaire si on veut produire local et donc propre. Il va falloir augmenter le prix. Il faut que les gens soient prêts. Et dans ce cas-là, on achète moins de jeux. C'est extrêmement difficile à entendre si pour beaucoup de gens qui n'ont pas déjà le budget, les gens les plus pauvres, déjà ils s'achètent pas de jeux. Si tu leur dis, bah oui, non, mais c'est mieux pour la planète d'acheter ton jeu 10 ou 20 balles plus cher quand même. Non, t'es gentil, mais non, quand même. Bref, mais il me semble actuellement le pool de passionnés qui permet au milieu de jeux de société de vivre, c'est des classes supérieures, éduquées. C'est des CSP+. Ces classes-là, elles peuvent largement se permettre de payer leurs jeux plus cher et d'en acheter quelques-uns de moins. Mais dans ces cas-là, ça veut dire que chaque jeu, il serait publié de manière plus propre, avec une juste rémunération des auteurs, etc. Pour moi, il faut aller même plus loin, c'est-à-dire que on a une structure qui arrive à mutualiser les jeux, c'est-à-dire les faire partager aux gens. On n'est pas obligé de les posséder, les jeux. Un jeu, c'est une expérience vécue, on n'est pas obligé d'avoir la collecte. On peut, je comprends la collectionnite, moi-même j'ai une belle ludothèque, mais en France, on a l'association des ludothèques françaises qui existe depuis 40 ans.
Il y a, je ne sais plus, 500, 700, 800 ludothèques en France, jusque dans les territoires les plus reculés. Et donc les ludothécaires, ils font un travail incroyable de prosélytisme autour du jeu de société en tant qu'objet culturel depuis tout ce temps-là. Et ça permet de mutualiser les jeux de société, ce qui fait qu'on a besoin de moins en produire, parce qu'on les partage. Et puis c'est tout. Voilà, c'est simple en fait. La solution, elle est déjà là, il me semble. Voilà, ça va paraître peut-être un peu facile sur le papier, mais moi, il me semble qu'il y a des trucs à creuser autour de ça. Ça répond à ta question ou pas? Tout à fait. Alors cool. Est-ce qu'il y en a d'autres? Ben vas-y. Oui, j'ai compris qu'un des enjeux de reconnaissance comme un produit culturel, c'était notamment la baisse de la TVA sur les jeux. Et si ça devient un produit culturel reconnu par l'État, d'avoir la TVA à 5,5 comme un bouquin, est-ce que ça peut participer à une meilleure rémunération des auteurs? Est-ce que vous en parlez, ça, avec des éditeurs? Alors ça a été évoqué plein de fois. Alors déjà, il y a deux choses qu'il ne faut pas confondre. La baisse de la TVA n'a rien à voir, forcément, ce n'est pas un pendant obligatoire de la reconnaissance en tant qu'objet culturel. C'est-à-dire qu'il y a des tas d'objets culturels qui n'ont pas la TVA à 5,5. Les disques, par exemple. Ça, c'est une spécificité du livre. Donc ça ne va pas de pair avec. Et il me semble que les ludicaires ne sont pas forcément pour avoir une TVA à 5,5. Ça n'amènerait pas grand-chose. Enfin, je doute fortement que si on passait à une TVA à 5,5, les 15%, ils iraient dans la poche de l'auteur. Pardonnez mon cynisme, mais voilà, j'en douterais un peu. Et dans le cas qui se sont déjà produits, c'est-à-dire qu'il y a des jeux qui ont demandé des rescrits fiscaux pour être considérés comme des jeux culturels, qui ont une TVA à 5,5, et c'est le cas maintenant, les jeux comme Dixit, etc., il ne me semble pas que les 15% soient passés dans la poche des auteurs et des autrices. Dixit, il a une TVA plus faible? Tout à fait. Ah, d'accord. Ouais, excusez-moi. Ouais, en fait, pour Dixit, ils ont eu un rescrit fiscal des services fiscaux de Poitiers, puisque Libellude était à Poitiers, qui a reconnu en fait Dixit comme assimilé à un livre et donc bénéficiant de la TVA à 5,5, qui n'est, comme l'a dit Henri, que spécifique au livre. Jeux vidéo, disques et compagnie ont une TVA normale Les jeux de rôle les jeux de rôle sont des livres. Voilà. Mais en réalité, ce rescrit, il a été pris par les services fiscaux de Poitiers. Je ne suis pas sûre que si on avait le rescrit alors maintenant il a été pris, donc le contribuable peut s'en prévaloir. Je ne suis pas sûre si on passait au niveau DGFiP ou service de la législation fiscale, on aurait la même décision qui serait prise à un niveau national. Donc je pense qu'ils ont eu un rescrit très favorable, et tant mieux pour eux. Et en général, pour bien connaître la TVA, effectivement, quand on a une baisse de taux, voire on passe d'un système de TVA à une exonération, typiquement dans la banque, quand il y a une marge qui se fait, elle n'est jamais, elle est toujours au profit de l'opérateur économique qui a la main sur le chiffre d'affaires. Donc, par exemple, dans la banque, quand il y a eu des options à la TVA dans certains secteurs, en réalité, c'est pas les consommateurs, même les clients qui en ont vraiment bénéficié. Les banques en ont profité pour augmenter en fait leur taux de marge. Donc, c'est jamais vraiment profitable à ceux qui en ont le plus besoin. Ouais, je comprends. Merci du retour. Je peux apporter une précision sur, encore une fois, les sujets fiscaux sur le jeu livre. Il faut savoir que dans le code de la fiscalité, le livre a une définition et c'est répondre à cette définition qui permet de dire qu'un objet est un livre. Même si on n'est pas dans le sens commun de livre avec une reliure, une couverture, des mots, etc. C'est pas ça la définition fiscale. La deuxième chose sur laquelle je voudrais rebondir, c'est la décision locale et pas nationale. L'Union des éditeurs de jeux, dont on a parlé tout à l'heure, a porté des problématiques à Bercy sur la concurrence déloyale de certains éditeurs de livres qui appliquaient une TVA réduite sur des jeux de quiz, par exemple, sans rescrits fiscaux, et notamment des très gros acteurs qui sortaient du jeu à Noël, etc., pour remplir les Fnac et Cultura. La WEJ a porté réclamation auprès de Bercy, et Bercy a dit on ne va pas nous trancher, faites des demandes dans les différents départements et dans les différentes administrations locales et territoriales. C'est pour ça que Libellude et d'autres éditeurs font des rescrits locaux. Et pour finir avec la reconnaissance du jeu de société en tant qu'objet culturel, il faut savoir que la Société des auteurs de jeux dont je parlais juste avant, ça fait déjà bien 3 ans qu'on est en relation avec le ministère de la Culture. Et qu'on s'est fait balader pendant 18 mois une première fois, puis dans 18 mois une deuxième fois, parce que j'étais président de la Société des auteurs de jeux pendant 2 ans. Ça fait plus de 3 ans qu'on se fait balader. Là, il se trouve qu'on a encore changé de ministre. Et donc, de ce que j'en sais, l'actuel président de la Société des auteurs de jeux va avoir rendez-vous avec un des sbires de Rachida Dati dans les semaines à venir, pour à nouveau porter notre cause. Voilà. Mais les technocrates nous ont
répondu la même chose, c'est-à-dire, en gros, changeons rien, puisque vous cotisez déjà vos charges sociales, bah, en fait, on ne voit pas pourquoi on changerait les codes de loi. Donc nous, auteurs et autrices, on s'efforce de faire bien, c'est-à-dire qu'on n'est pas considérés comme des artistes-auteurs au sens de la loi, dans les codes de loi, mais malgré tout, on paye quand même des charges sociales pour faire comme si. Parce que pour nous, on est des artistes et des auteurs, nos contrats nous présentent comme des artistes et des auteurs. Et ils disent, bah non, puisque vous payez vos charges sociales, bah de fait, ça marche, il n'y a pas besoin de bouger quoi que ce soit. Voilà. Et pour l'instant, on en est là. Après, il reste plein d'autres combats qui sont le dépôt légal du jeu de société, le cadrage du droit d'usage et de prêt commercial. Voilà, les ludothèques, les barrageux qui savent que quand elles utilisent les jeux de société à but, entre autres commercial, normalement, il y a une certaine partie qui devrait être reversée à l'éditeur et à l'auteur, entre autres pour payer la retraite complémentaire de l'auteur. Voilà. Là, c'est absolument pas cadré du tout par la loi. Et voilà, ça doit être un des gros chantiers aussi administratifs qu'il va devoir gérer une fois que le jeu de société sera considéré comme un objet culturel. Et c'est pas tout de suite, ça avance vite, mais pas assez vite, mais ça avance. Vous vous sentez quand même écouté au niveau quand vous êtes allé au Sénat Au ministère ? Ouais. Alors, au Sénat, on a été à l'Assemblée nationale. Oui, on a été écouté. Parce que, je vais refaire il se trouve qu'il y a une délégation de la plupart des associations nationales, donc la UEJ, la SAGE, les ludothèques, le réseau des cafés ludiques, etc., les ludicaires, etc. Nous avons été à l'Assemblée nationale en décembre dernier, non pas celui-là, mais l'autre, donc il y a un peu plus d'un an, pour porter un dossier, le dossier d'une proposition de loi, justement pour faire reconnaître le jeu de société comme objet culturel. Très simple, en faisant une modification dans 2 ou 3 textes de loi. Et il y a un groupe parlementaire qui s'est formé, un groupe relativement transpartisan. Voilà. Il se trouve que juste après, il y a eu la réforme des retraites. Et donc là, on en a pu entendre parler pendant 6 mois, et le temps parlementaire, le temps politique, c'est un temps long. Donc depuis, voilà. Mais on se sent écouté par, nous les députés à qui on en parle sont toujours, mais oui, mais comment ? Mais c'est pas encore fait votre truc ? Mais ça devrait, c'est d'une évidence. Ben oui, tout le monde nous dit ça, sauf que eux, les députés, oui, on a ce discours-là de leur part, mais dès qu'on parle avec des technocrates, des gens, des administratifs, des techniques du ministère, le discours n'est pas du tout le même. Donc c'est assez difficile de faire avancer le dossier. Ce serait beaucoup plus facile si le ministère de la Culture était d'accord avec nous, et encore plus si le gouvernement était d'accord. Voilà, pour l'instant, on n'a pas eu d'indice que ce soit le cas, mais qui sait, on ne sait jamais. Voilà. Donc, mais il y a une écoute, oui, bien sûr. Ils ne vont pas dire non, mais c'est nul. Je veux dire, il y a une écoute qui peut être démagogique un petit peu dans un sens. Donc oui, il y a toujours une écoute. Chez certains, elle est plus réelle que d'autres, on va dire. Voilà. Oui. Tu parlais tout à l'heure du dépôt légal. Oui. Est-ce que tu veux bien nous en parler un peu plus ? Parce que je sais qu'au niveau de la Bibliothèque nationale de France, ils conservent déjà donc les livres, tout ce qui est publié, tout ce qui est édité en France, ils en ont un exemplaire. Ils ont aussi de la conservation pour les jeux vidéo, pour les prospectus publicitaires qui sont distribués dans les boîtes aux lettres. Et je sais que j'en oublie un, j'en avais un autre à l'instant. La musique peut-être ? Non, je ne sais plus. Internet. Internet, d'accord. Ils font régulièrement des... Non, la musique, je ne crois pas Non. que ce soit préservé comme Je sais pas. le cinéma non plus, pas à ma connaissance. Et donc justement, je voulais savoir par rapport au jeu, où est-ce que ça en était ? Alors, il y a une table ronde sur le sujet qui a été réalisée à Cannes, au Festival du jeu de Cannes, il y a 4 ans, je crois, si je ne m'abuse, et qui rassemblait donc les associations dont j'ai parlé, les auteurs, les éditeurs, etc., et parmi les plus gros distributeurs, type Asmodée. Donc il y a une table ronde, et à l'époque, on a découvert qu'il y avait une association qui s'était créée, portée par une jeune femme qui, elle, avait travaillé, qui avait déjà approché la BNF, pour dire, qu'est-ce qu'on fait à propos du dépôt légal ? Et la BNF a répondu, mais nous, on est tout à fait prêts à stocker les jeux, à les répertorier, à les cataloguer. Mais on veut du budget et un lieu, parce que les jeux de société, ça prend un petit peu plus de place que les CD-ROM. Voilà. Donc, non, la BNF, elle est prête, il n'y a pas de souci, mais il faut que le ministère dise, OK, c'est bon, on y va. Mais la BNF, elle, il n'y a aucun souci. Sur le papier, en tout cas, des retours que j'avais eus il y a 3-4 ans. Tout se décide vraiment au niveau du ministère. Voilà. Les Allemands, ils l'ont voté l'an dernier. Ah ouais ? Tu peux nous en parler ? Alors, je ne connais pas les détails. Tu connais le détail ? Non. Je sais que sur le dépôt légal du jeu de société, il a évolué en Allemagne l'an dernier, mais je n'ai pas les détails précis, mais ça évolue au niveau européen aussi. Tu voulais dire quelque chose, Caroline ? J'avais juste une remarque pour avoir ton avis sur la question de la surproduction et du fait qu'on produise trop qu'on a beaucoup de matériel dans le jeu et qu'on a un peu même une escalade. On pourrait se poser la question, on a globalement tous des déchets nous, on peut tous trouver des cacahuètes pour faire des jetons.
Est-ce qu'on ne pourrait pas aussi envisager de vendre des jeux avec du matériel de base qui n'est pas dans la boîte parce qu'on postule que les joueurs les ont chez eux? Et je pense à l'exemple des micro-games qui sont sortis, alors qu'on a un énorme succès, qui ont été publiés, qui viennent en fait de Game Jam à la base, où on a en gros 16 cartes, où il est dit clairement, pour compter les points, vous prenez des cailloux, ce que vous avez chez vous. Et d'ailleurs, on voit qu'il y a eu un peu, au départ c'était 16 cartes, bon, il y a eu un peu d'inflation déjà dans le nombre de cartes, mais on se dit que ce serait envisageable si on faisait tous, ça nécessite de changer nos habitudes, bien évidemment, de consommateurs, je ne dis même pas de joueurs, mais vraiment de consommateurs, de plus avoir tout le matériel et que le matériel qui est du matériel de base soit finalement réutilisé de jeu en jeu, parce qu'on a tous de quoi compter les points, on peut tous même les écrire sur une feuille de papier, voire dans nos téléphones maintenant. Donc, est-ce qu'on a besoin d'avoir des feuilles de score finalement? Est-ce qu'on a besoin de tout ça? En fait, pour te répondre, moi je suis d'accord avec toi, on n'en a pas besoin. Et il y en a qui ont essayé. C'est-à-dire qu'il me semble qu'il y a Vianney Carvalho ou d'autres créateurs un peu indépendants comme ça qui ont essayé de publier sous forme de livres des règles qui utilisent du matériel générique, des crayons, papier, un deck de 54 cartes, des règles de jeu qui sont jouables avec ce matériel que tout le monde possède chez soi. Ça n'a connu aucun succès commercial. Mais je pense que quand tu parlais d'habitude de consommation, là, à mon avis, c'est vraiment lié à ça. Je pense que le même livre qui serait publié dans une situation où on ne peut plus faire produire et où tout d'un coup le robinet est fermé de celui qui abreuve les ludicaires, je pense que les gens se tourneraient vers ce type de livre de manière beaucoup plus évidente. Ouais. Moi, je pense que c'est très lié à la matérialité du jeu de société. Si je le compare avec le jeu de rôle, dans lequel le jeu de rôle indépendant, aujourd'hui, peut, grâce aux plateformes, c'est aussi un des avantages d'Internet, proposer des jeux en PDF. Et les joueurs de jeux de rôle indé n'ont aucun problème à ne pas avoir d'ouvrage physique avec des illustrations mirobolantes et juste à avoir des fichiers PDF assez simples avec de la mise en page, mais qui permettent finalement une plus grande diffusion et un partage, et qui permettent également à des auteurs et autrices qui ne seraient pas forcément édités par des circuits classiques de squeezer toute la distribution, qui est quand même un aspect ultra capitaliste et ultra commercial, de squeezer ça parce que ce ne serait pas distribué, parce que pas forcément un immense public, mais qui peut directement s'adresser aux joueurs et joueuses, et ainsi aussi explorer des thématiques beaucoup plus expérimentales et innovantes et différentes de celles qu'on trouve, dont tu soulignes que dans le jeu de société moderne, on est beaucoup dans les mêmes thématiques, plus liées à l'aventure, un peu côté régressif, etc., quoi. On est en retard, Caroline. Mais c'est super intense ce que tu dis. J'aime beaucoup ce que vous faites. Mais non, en gros, je suis évidemment d'accord avec toi. Ça me fait penser à des initiatives comme The Game Crafter, par exemple. Oui, je sais. Pardon, Julien. Oui, on a fini. Je finis ma phrase, ça marche? Ah, d'accord. Ouais, il y a The Game Crafter aux États-Unis où il y a une initiative, Azo commence à le faire en Europe, où ils font de la production à la demande, par exemple. Et c'est vachement plus responsable. On n'est pas là en train de produire des stocks en Chine. Non, on les produit à la demande, c'est-à-dire que on les produit que quand il y en a certains qui achètent. Mais voilà. Mais ce que tu dis, ça me rappelle les sites comme Drive-Thru Cards ou Drive-Thru RPG, où effectivement, c'est que du dématérialisé et ça permet à beaucoup de créateurs et créatrices de faire émerger des projets indépendants, etc. Mais ça reste des plateformes qui sont pratiquées que par une niche de passionnés. Le grand public qui déjà, quand on lui parle de jeux de société moderne, de la moitié des trucs dont on a parlé dans la présentation, ça leur passe à côté. Donc on est loin d'une évolution sociétale qui irait dans ce sens-là, à mon sens. Sur ce, il est plus de 13h. Merci à vous tous de votre écoute encore une fois. Et bon festival, amusez-vous bien.